Qu'y a-t-il au-delà de l'univers observable? Depuis que le télescope Hubble a révélé en 1995 le champ profond, montrant des milliers de galaxies dans une zone du ciel à peine plus grande qu'un grain de sable tenu à bout de bras, cette question s'impose avec force. Les limites que nous observons aujourd'hui ne sont pas physiques. Elles sont liées à la vitesse de la lumière et à l'âge de l'univers. La lumière la plus lointaine que nous percevons, issue du fond diffus cosmologique, date de 380 000 ans après le Big Bang, il y a environ 13,8 milliards d'années. Mais à cause de l'expansion continue de l'espace, cette frontière correspond en réalité à une distance actuelle de plus de 46 milliards d'années-lumière. Ce que nous appelons bord de l'univers n'est donc pas un mur matériel, mais une limite de visibilité imposée par la physique. Au-delà, il existe très probablement davantage de galaxies, d'amas et de structures cosmiques semblables à celles que nous connaissons. Les équations de la relativité générale d'Einstein ne fixent aucune frontière stricte à l'espace, et les modèles d'inflation cosmique suggèrent même qu'il pourrait être infiniment plus vaste que ce que nous pouvons détecter. Le télescope spatial James Webb, lancé en 2021, a déjà repoussé nos horizons en identifiant des galaxies formées seulement 300 millions d'années après le Big Bang, mais même lui reste limité par le mur de lumière primordial. Alors que nous cartographions le ciel avec une précision grandissante, la question devient plus pressante. L'univers a-t-il un bord réel, une forme finie repliée sur elle-même, ou bien s'étend-il à l'infini sans jamais rencontrer de limite ? Les données actuelles penchent vers un cosmos sans bord, mais chaque avancée soulève de nouvelles interrogations sur la nature de ce qui échappe à notre regard. Lorsque nous parlons de ce qui se trouve au-delà de l'univers observable, il faut d'abord comprendre ce que signifie réellement l'univers lui-même et d'où il provient. Tout commence il y a environ 13,8 milliards d'années, selon les mesures précises de la mission Planck de l'Agence spatiale européenne, qui a cartographié le rayonnement fossile avec une exactitude jamais atteinte. Ce moment fondateur est connu sous le nom de Big Bang, une expansion soudaine et extrêmement rapide de l'espace-temps. Contrairement à une explosion classique dans un vide déjà existant, il s'agissait de la création simultanée de l'espace, du temps, de l'énergie et de la matière. Dès les premières fractions de seconde, l'univers a traversé une phase dite d'inflation cosmique, durant laquelle son volume a été multiplié par un facteur colossal en un temps ridiculement court, bien inférieur à une fraction de nanoseconde. Cette inflation a lissé la structure de l'espace et explique pourquoi le cosmos est homogène et isotrope à grande échelle. Les preuves de cette origine se trouvent dans le fond diffus cosmologique, ce rayonnement micro-ondes faible et uniforme qui baigne tout le ciel. Il a été détecté pour la première fois en 1965 par Arno Penzias et Robert Wilson, confirmant une prédiction théorique des années 1940. Ce rayonnement est la lumière la plus ancienne que nous puissions observer, émise environ 380 000 ans après le Big Bang, quand l'univers est devenu suffisamment froid pour que les électrons s'associent aux protons et forment des atomes d'hydrogène. Avant ce moment, l'univers était opaque, rempli d'un plasma dense qui diffusait la lumière en permanence. Ainsi, tout ce que nous percevons aujourd'hui au-delà de cette époque est masqué, et la frontière du rayonnement fossile constitue une limite à notre vision directe. Cependant, ce que nous appelons limite de l'univers observable n'est pas un bord physique, ce n'est qu'une frontière temporelle et lumineuse. La lumière a mis 13,8 milliards d'années pour nous parvenir, mais comme l'espace s'est dilaté entre-temps, ces régions se trouvent aujourd'hui à plus de 46 milliards d'années-lumière de nous. Cela signifie que notre sphère d'observation actuelle englobe un diamètre de plus de 93 milliards d'années-lumière. Au-delà de cette sphère, il est presque certain que d'autres galaxies, étoiles et structures existent. Mais elles restent invisibles à nos instruments, car leur lumière n'a pas encore eu le temps de nous atteindre. Les modèles cosmologiques modernes décrivent un univers en expansion continue, mesuré précisément par l'effet du décalage vers le rouge des galaxies lointaines. En 1929, Edwin Hubble a montré que plus une galaxie est éloignée, plus sa lumière est décalée vers le rouge, ce qui signifie que l'espace lui-même s'étire. Cette observation a conduit à la notion que l'univers n'est pas statique, mais dynamique. L'expansion est quantifiée par une valeur appelée constante de Hubble, aujourd'hui estimée autour de 70 km par seconde par mégaparsec, même si les mesures diffèrent légèrement entre les méthodes. Ce taux d'expansion implique que des régions extrêmement lointaines s'éloignent de nous plus vite que la lumière.
non pas parce qu'elles se déplacent dans l'espace à une vitesse supérieure à c, mais parce que l'espace entre nous et elles s'élargit plus rapidement que la lumière ne peut le parcourir. De ce fait, certains horizons sont définitivement inaccessibles, quelle que soit la durée de notre attente. La compréhension de l'origine cosmique soulève immédiatement la question de la topologie de l'univers. Est-il fini mais sans bord, comme la surface d'une sphère en 3 dimensions, ou bien est-il infini, s'étendant sans fin dans toutes les directions? Les observations du satellite de WMAP et de Planck indiquent qu'un que l'espace est globalement plat, avec une marge d'erreur très faible, ce qui suggère qu'il pourrait être infini. Pourtant, une platitude observée à grande échelle ne garantit pas une infinité absolue. Il pourrait exister une courbure extrêmement faible qui ne se révèle qu'à des distances encore hors de portée de nos mesures. Cette incertitude entretient l'un des plus grands débats de la cosmologie contemporaine. Une autre conséquence directe du Big Bang est la formation des premières structures. Les infimes fluctuations de densité, visibles dans le fond diffus cosmologique, ont servi de germe à la création des galaxies et des amas. Là où la densité était légèrement plus élevée, la gravité a lentement attiré la matière, formant des puits qui se sont approfondis avec le temps. Sans ces petites irrégularités, l'univers serait resté homogène et sans structure, rempli uniquement de gaz uniformes. Ce processus a donné naissance aux premières étoiles environ 100 à 200 millions d'années après le Big Bang, dans une époque appelée l'aube cosmique. Ces étoiles massives, bien plus grandes que notre Soleil, ont ensemencé l'univers en éléments lourds lors de leur mort en supernova, préparant ainsi le terrain à la chimie complexe qui rendra possible la vie des milliards d'années plus tard. Mais comprendre l'origine cosmique, ce n'est pas seulement retracer l'histoire passée, c'est aussi examiner la dynamique actuelle de l'expansion. En 1998, 2 équipes indépendantes observant des supernovas de type Ia ont découvert que l'expansion de l'univers s'accélérait et non pas ralentissait comme on le pensait. Cette découverte a introduit la notion d'énergie noire, une forme d'énergie inconnue représentant environ 68% du contenu total de l'univers. La matière noire, invisible mais nécessaire pour expliquer la cohésion des galaxies, en représente environ 27%, tandis que la matière ordinaire, celle qui compose les étoiles, les planètes et nous-mêmes, ne constitue que 5%. Ainsi, l'univers visible n'est qu'une fraction minime de ce qui existe réellement. Cette répartition des composantes fondamentales change radicalement la perspective. Si la matière et l'énergie que nous connaissons ne représentent non qu'une petite partie du tout, alors ce qui se trouve au-delà de notre horizon observable est probablement dominé par ces mêmes entités invisibles. Les simulations numériques, réalisées sur des superordinateurs, montrent un réseau cosmique immense, où les galaxies s'alignent le long de filaments formés par la matière noire, séparés par de vastes vides. Ces structures s'étendent bien au-delà de ce que nous pouvons observer et donnent un aperçu de ce que pourrait être l'univers dans son ensemble, un entrelacement sans fin de filaments et de vides. La question de l'origine cosmique nous amène aussi à réfléchir à l'inflation. Cette phase ultra rapide d'expansion, introduite par Alan Guth dans les années 1980, résout plusieurs énigmes. L'homogénéité de l'univers, l'absence de monopôle magnétique prévu par certaines théories et la quasi-platitude observée. Mais elle ouvre aussi une nouvelle hypothèse, celle du multivers. Si l'inflation n'était pas un événement unique, mais un processus éternel, alors notre univers observable ne serait qu'une bulle parmi une infinité d'autres, chacune avec des lois physiques légèrement différentes. Au-delà de notre horizon, il pourrait donc exister des régions où la gravité, les constantes fondamentales ou même les dimensions spatiales diffèrent. Bien que cette idée reste spéculative, elle est une conséquence logique de certaines versions de l'inflation éternelle. Ainsi, revenir à l'origine cosmique, c'est comprendre que ce que nous appelons l'univers est peut-être une portion limitée d'une réalité bien plus vaste. Les mesures, les équations et les observations actuelles convergent pour montrer que la frontière que nous percevons est provisoire et liée à nos moyens d'observation. Mais cette frontière suggère aussi qu'au-delà de ce mur de lumière, d'autres régions existent, inaccessibles à jamais. Ce paradoxe entre la certitude de leur existence et l'impossibilité de les observer constitue l'un des dilemmes fondamentaux de la cosmologie moderne. Et si les galaxies que nous voyons ne sont qu'un échantillon parmi une infinité d'autres, alors la question n'est plus seulement de savoir ce qu'il y a au bord de l'univers observable, mais de déterminer si le cosmos a un bord véritable ou si, par nature, il échappe à toute notion de limite.
Lorsque nous observons le ciel nocturne, même avec les instruments les plus puissants, ce que nous voyons n'est qu'une fraction de la structure cosmique. Les galaxies, semblables à notre Voie lactée, ne sont pas réparties de manière uniforme dans l'univers. Elles s'assemblent en amas, puis ces amas se connectent en superamas, et ces superamas eux-mêmes se relientent par d'immenses filaments, formant ce que l'on appelle la toile cosmique. Cette architecture gigantesque s'étend sur des centaines de millions d'années-lumière et représente le squelette gravitationnel de l'univers. Chaque filament contient des milliers de galaxies, séparées par d'immenses vides cosmiques où pratiquement aucune galaxie n'existe. Ces vides peuvent mesurer jusqu'à 500 millions d'années-lumière de diamètre, donnant à l'univers une structure comparable à une mousse ou à un réseau tridimensionnel. La découverte de cette organisation ne s'est pas faite d'un seul coup. Dans les années 1980, des relevés systématiques de galaxies ont commencé à révéler que celles-ci ne se répartissaient pas de façon aléatoire. Les cartes issues de relevés comme le CFA Redshift Survey ont mis en évidence des murs galactiques tels que le grand mur Sloan ou le mur de Hercule Corona Borealis, ce dernier mesurant plus de 10 milliards d'années-lumière, ce qui en fait l'une des plus grandes structures connues. Ces résultats ont bouleversé notre vision de l'univers, car ils montraient bien que la gravité de la matière noire avait façonné un réseau géant bien plus vaste que ce que l'on imaginait. La toile galactique est le produit direct des fluctuations de densité présentes dans l'univers primitif. Les minuscules variations observées dans le fond diffus cosmologique, de l'ordre d'une partie sur 100 000, ont été amplifiées par la gravité. Au fil des milliards d'années, les régions légèrement plus denses ont attiré davantage de matière, formant des filaments et des amas. La matière noire, invisible mais dominante, a joué un rôle crucial. Sans elle, les galaxies ne se seraient jamais formées en structure cohérente, car la matière ordinaire seule ne disposait pas de la gravité suffisante pour surmonter l'expansion. Ainsi, ce que nous voyons aujourd'hui n'est que la partie visible d'un réseau dont l'ossature repose presque entièrement sur la matière noire. Les simulations numériques, comme le projet Millennium Simulation, mené en 2005, ont permis de visualiser la formation de cette toile. En introduisant les lois de la gravité, de l'hydrodynamique et l'influence de l'énergie noire dans des superordinateurs, les chercheurs ont reproduit la croissance des structures cosmiques depuis les premiers instants jusqu'à l'époque actuelle. Le résultat fut frappant. Les galaxies s'alignaient le long de filaments, créant un motif remarquablement similaire aux observations réelles. Ces modèles confirment que la toile galactique est une conséquence inévitable des conditions initiales de l'univers et de l'action combinée de la gravité et de l'expansion. Ce réseau cosmique est aussi le cadre dans lequel la vie galactique se déroule. Les filaments sont riches en matière, favorisant la formation d'étoiles et de planètes, tandis que les vides sont des régions désertiques, presque totalement dépourvues de galaxies. Cette répartition inégale soulève des questions fascinantes. Si l'univers est beaucoup plus vaste que la portion observable, est-il partout structuré de la même manière ? Existe-t-il des régions de l'espace où les galaxies seraient encore plus concentrées, formant des structures colossales, ou bien des zones totalement vides à l'échelle inimaginable ? La régularité de la toile dans notre horizon visible suggère une homogénéité globale, mais au-delà de 46 milliards d'années-lumière, nous n'avons aucune certitude. La toile galactique était également liée à la notion d'horizon cosmologique. À mesure que l'univers s'étend, certaines régions qui étaient avant autrefois visibles finissent par franchir un seuil où leur lumière ne pourra plus jamais nous atteindre. Cela signifie que les cartes que nous dressons aujourd'hui sont temporaires, destinées à rétrécir au fil du temps. Des galaxies entières disparaîtront progressivement de notre horizon, non pas parce qu'elles cessent d'exister, mais parce que l'expansion les entraîne au-delà de notre champ d'observation. La toile cosmique que nous contemplons aujourd'hui est donc une image fugitive d'un réseau beaucoup plus vaste, dont une partie nous échappe déjà définitivement. L'existence de ces structures à grande échelle remet aussi en question la notion de centre de l'univers. Contrairement à une explosion classique où les débris se dispersent depuis un point précis, l'expansion cosmique n'a pas de centre défini. Chaque point de l'univers peut être vu comme le centre de son propre horizon observable. Ainsi, la toile galactique que nous percevons est une portion locale d'un réseau potentiellement infini. D'autres observateurs, situés à des milliards d'années-lumière de nous, verraient une portion différente, mais tout aussi riche en structure. Cette absence de centre renforce l'idée que l'univers n'a pas de bord perceptible,
et que son architecture s'étend sans limite visible. Les observations récentes renforcent encore cette vision. Le télescope spatial James Webb, grâce à sa sensibilité dans l'infrarouge, a déjà révélé des galaxies extrêmement lointaines, formées seulement 300 millions d'années après le Big Bang. Ces galaxies apparaissent le long de filaments primordiaux, confirmant que la toile cosmique existait dès les premiers temps. Plus nous regardons loin, plus nous voyons que le motif se répète, comme si le cosmos suivait un plan géométrique simple mais universel. Cette régularité, bien qu'impressionnante, cache une complexité énorme dans les détails. La densité des filaments varie, les vitesses d'expansion locales diffèrent et les vides peuvent contenir de fines traces de matière diffuse. Les chercheurs s'intéressent également à la possibilité que des anomalies se cachant dans la toile à grande échelle. Certaines régions montrent des concentrations de galaxies plus denses qu'attendues, comme le superamas Laniakea, dans lequel se trouve la Voie lactée. Ce superamas mesure environ 520 millions d'années-lumière de diamètre et contient environ 100 000 galaxies. Sa découverte en 2014 a montré que même les structures que nous pensions comprendre sont en fait reliées à des ensembles encore plus vastes. Cette hiérarchie sans fin nous pousse à imaginer qu'au-delà de notre horizon, la toile galactique pourrait atteindre des échelles qui dépassent l'entendement, peut-être avec des superamas regroupés en mégastructures d'un ordre supérieur. Une autre dimension importante de la toile galactique est son rôle dans l'expansion future de l'univers. À mesure que l'énergie noire domine, les filaments éloignés s'éloigneront les uns des autres à une vitesse croissante. Dans plusieurs dizaines de milliards d'années, chaque filament deviendra isolé, enfermant les galaxies qu'il contient dans un univers local. Pour les observateurs futurs, la toile apparaîtra rétrécie, et les preuves de son étendue initiale disparaîtront. Cela signifie que nous vivons à une époque privilégiée où la toile galactique est encore visible dans toute son ampleur. L'étude de cette architecture cosmique n'est pas seulement une curiosité intellectuelle, elle fournit des indices cruciaux sur la nature de la matière noire et de l'énergie noire. La façon dont les filaments se forment, leur épaisseur, leur densité et leur évolution au fil du temps sont des tests directs pour les modèles cosmologiques. Si nous parvenons à mesurer ces paramètres avec précision, nous pourrons peut-être déterminer la véritable identité de ces composantes mystérieuses. Ainsi, chaque carte de galaxie n'est pas seulement une photographie du ciel, mais une expérience grandeur nature sur la physique fondamentale. Enfin, la toile galactique relie directement la question de ce qui existe au-delà de l'univers observable. Si cette structure se répète indéfiniment, alors au-delà de notre horizon, nous devrions trouver le même motif, prolongé à l'infini. Mais si l'univers est fini et replié sur lui-même, alors ce réseau pourrait se refermer, et une ligne droite parcourue assez longtemps ramènerait au point de départ. Cette possibilité, bien que difficile à prouver, est une conséquence logique de certaines géométries de l'espace. Chaque filament que nous voyons est donc à la fois un fragment d'un puzzle local et une fenêtre sur l'organisation globale du cosmos. Lorsque nous contemplons l'univers visible, nous ne percevons qu'une infime fraction de ce qui existe réellement. Les étoiles, les planètes, les nébuleuses et les galaxies lumineuses ne représentent qu'environ 5% du contenu total du cosmos. Le reste est dominé par des formes invisibles que nous ne détectons qu'à travers leurs effets gravitationnels. Parmi elles, la matière noire occupe une place essentielle puisqu'elle constitue environ 27% de l'univers. Cette substance mystérieuse ne rayonne pas, n'absorbe pas et ne réfléchit pas la lumière, ce qui la rend indétectable directement par nos télescopes. Pourtant, son empreinte est partout, dessinant les contours de la toile cosmique et tenant ensemble les galaxies depuis leurs origines. La découverte de la matière noire est liée à une observation troublante effectuée dans les années 1930 par l'astronome suisse Fritz Zwicky. En étudiant l'amas de Coma, il remarqua que les galaxies qui le composaient se déplaçaient trop vite pour que la masse visible suffise à les maintenir liées. Selon les lois de la gravité de Newton, l'amas aurait dû se disperser. La seule explication était l'existence d'une masse supplémentaire, invisible mais bien réelle, exerçant une attraction gravitationnelle. Zwicky parla de masse manquante, un concept qui ne sera pleinement accepté que des décennies plus tard. Un autre indice majeur apparut dans les années 1970 avec les travaux de Vera Rubin et Kent Ford.
En mesurant la vitesse de rotation des galaxies plurispirales, ils constatèrent donc que les étoiles situées loin du centre galactique tournaient à des vitesses presque identiques à celles proches du noyau. Selon la distribution de la matière visible, ces vitesses auraient en fait dû diminuer avec la distance, comme les planètes du système solaire où Jupiter tourne beaucoup plus lentement que Mercure. Mais les courbes de rotation galactique restaient pourtant étonnamment plates. Cela signifiait qu'une énorme quantité de matière invisible enveloppait les galaxies, formant ce que l'on appelle des halos de matière noire. Ces observations ont été confirmées par de multiples méthodes indépendantes. L'une des plus impressionnantes est la lentille gravitationnelle. Lorsque la lumière provenant de galaxies lointaines traverse une région de l'espace contenant une masse importante, son trajet est courbé par la gravité, comme prédit par la relativité générale d'Einstein. En cartographiant ces déformations optiques, les astronomes peuvent ainsi mesurer la distribution de masse, même si elle est invisible. Ces cartes révèlent systématiquement beaucoup plus de masse que ce que la matière ordinaire peut expliquer, confirmant ainsi la présence omniprésente de la matière noire. Un exemple frappant est l'étude de l'amas du Boulet, une collision entre deux amas de galaxies observée en 2006. Les images prises dans les rayons X montrent que le gaz chaud, représentant la majeure partie de la matière ordinaire, a été ralenti par la collision et se trouve séparé des galaxies. Mais les cartes de lentilles gravitationnelles indiquent que la majeure partie de la masse a continué sa trajectoire sans être affectée, exactement comme on s'y attendrait pour une substance interagissant très faiblement avec la matière ordinaire. Cet événement est considéré comme l'une des preuves les plus convaincantes de l'existence réelle de la matière noire. Malgré toutes ces observations, la nature intime de la matière noire demeure inconnue. Plusieurs candidats à lexique théorique sont proposés. Les WAMP, ou particules massives interagissant faiblement, ont longtemps été les favoris. Elles seraient lourdes, stables et n'interagiraient avec la matière ordinaire que par la gravité et la force faible. De gigantesques détecteurs souterrains, comme Xenonent en Italie ou Lux Zeppelin aux États-Unis, tentent de capter les rares interactions possibles entre une particule de matière noire et un noyau atomique. Jusqu'à présent, aucun signal concluant n'a été détecté, ce qui pousse la communauté scientifique à explorer d'autres hypothèses. Une autre possibilité est celle des axions, particules extrêmement légères prévues par certaines théories de la physique des particules. Leur interaction avec la lumière pourrait être mise en évidence dans des expériences précises utilisant des champs magnétiques intenses. Des projets comme ADMX aux États-Unis s'efforcent de détecter ces particules hypothétiques. Par ailleurs, certains chercheurs envisagent que la matière noire pourrait être constituée de neutrinos stériles, une forme encore plus insaisissable que les neutrinos standards, déjà très difficiles à observer. Au-delà des particules hypothétiques, certains modèles proposent que la matière noire pourrait être composée d'objets astrophysiques non lumineux, comme des trous noirs primordiaux formés juste après le Big Bang. Si de tels objets existent en grand nombre, ils pourraient contribuer de manière significative à la masse manquante. Cependant, les observations des ondes gravitationnelles par LIGO et Virgo n'ont pas encore permis de confirmer cette hypothèse à grande échelle. La matière noire ne se contente pas de maintenir les galaxies. Elle a joué un rôle fondamental dans la formation des structures. Dès l'univers primitif, elle s'est rassemblée en halos massifs, attirant le gaz ordinaire qui s'est ensuite refroidi et effondré pour former les premières étoiles et galaxies. Sans matière noire, l'univers visible aurait été radicalement différent, beaucoup moins structuré, peut-être même incapable de donner naissance à des planètes et à la vie. Ce rôle structurant fait de la matière noire une pièce essentielle du puzzle cosmique, reliant le passé primordial à l'univers que nous habitons aujourd'hui. Les simulations informatiques confirment ce rôle. En introduisant uniquement la gravité de la matière noire, les chercheurs obtiennent des cartes de filaments, d'amas et de vide très proches de ce que nous observons. Lorsqu'on ajoute la matière ordinaire, les étoiles et les galaxies apparaissent aux bons endroits, le long des filaments tracés par la matière noire. Cette correspondance entre simulation et observation renforce l'idée que nous comprenons correctement l'influence gravitationnelle de cette substance, même si sa nature physique nous échappe encore. La matière noire est aussi un guide pour comprendre ce qui se trouve au-delà de l'univers observable. Si le cosmos est homogène et isotrope à grande échelle, alors les structures de matière noire devraient se répéter bien au-delà de nos limites visuelles. Les filaments et halos invisibles qui façonnent notre région de l'univers doivent exister également ailleurs,
dessinant un réseau gigantesque que nous ne pourrons jamais contempler directement. Cette continuité donne une réponse partielle à la question de ce qui existe au-delà du bord observable, plus de la même architecture, dominée par la matière noire, s'étendant à perte de vue. Cependant, une question demeure. Et si la matière noire n'existait pas? Certains physiciens ont proposé des alternatives, modifiant les lois de la gravité pour expliquer les anomalies. La théorie MND, ou dynamique newtonienne modifiée, suggère que la gravité pourrait se comporter différemment à très faible accélération. Bien que cette idée parvienne à reproduire certaines observations, comme les courbes de rotation galactique, elle échoue à expliquer la formation des grandes structures et les résultats des lentilles gravitationnelles. Ainsi, la majorité de la communauté scientifique considère que la matière noire, sous une forme encore indéterminée, est une réalité incontournable. La recherche se poursuit à plusieurs échelles. Dans l'espace, des télescopes comme Euclide, lancé par l'ESA en 2023, cartographient la distribution des galaxies pour déduire celle de la matière noire. Le télescope Vera Rubin, en construction au Chili, observera le ciel avec une précision inédite, permettant de détecter de subtiles déformations gravitationnelles. Ces projets pourraient révéler des détails cruciaux sur la distribution et la nature de la matière noire, nous rapprochant d'une identification plus directe. Ce mystère fondamental est aussi un point de départ pour la spéculation scientifique. Si la matière noire domine la gravité de l'univers, que se passe-t-il dans les régions au-delà de notre horizon? Pourrait-il exister des zones où la matière noire est plus concentrée, donnant naissance à des structures différentes, peut-être des superamas d'une taille encore jamais observée, ou bien des régions plus pauvres en matière noire, créant des vides encore plus vastes que ceux que nous connaissons? Les réponses se trouvent au-delà de nos capacités d'observation, mais la cohérence des lois physiques suggère que ces scénarios sont plausibles. La matière noire nous confronte donc à une double limite, une limite de détection et une limite conceptuelle. Nous savons qu'elle existe parce que les galaxies les tournent trop vite, parce que la lumière se courbe trop fortement, et parce que les simulations fonctionnent le mieux avec elle. Mais nous ne savons pas de quoi elle est faite, ni si elle représente une nouvelle particule, un état exotique de la matière ou une composante encore plus fondamentale. Cette ignorance, paradoxalement, nourrit notre compréhension. Car en cherchant à percer ce mystère, nous explorons aussi ce que signifie l'univers dans sa globalité, bien au-delà de ce que nos yeux peuvent n'en voir. En 1998, deux équipes d'astronomes, l'une dirigée par Saul Perlmutter, l'autre par Brian Schmidt et Adam Riess, ont révélé un résultat inattendu en étudiant des supernovas de type Ia. Ces explosions stellaires, toutes dotées d'une luminosité intrinsèque similaire, servent d'étalons cosmiques pour mesurer les distances. En observant leur éclat dans des galaxies lointaines, les chercheurs ont pu comparer la vitesse d'expansion de l'univers à différentes époques. À leur grande surprise, ils découvrirent que l'expansion ne ralentissait pas sous l'effet de la gravité, comme on le supposait depuis des décennies, mais s'accélérait. Cette découverte bouleversa la cosmologie et introduisit la notion d'énergie noire, une forme d'énergie inconnue qui représente aujourd'hui environ 68% du contenu total de l'univers. L'énergie noire n'émet aucun rayonnement, n'interagit pas directement avec la matière et se manifeste uniquement par son influence sur la dynamique de l'espace-temps. Elle agit comme une pression négative, repoussant les galaxies les unes des autres et accélérant l'expansion cosmique. Sa présence est confirmée par plusieurs observations indépendantes, les supernovas lointaines, le rayonnement fossile mesuré par les satellites WMAP et Planck, et la distribution des galaxies à grande échelle étudiée grâce aux oscillations acoustiques baryoniques. Ces indices convergent vers un modèle cohérent dans lequel l'énergie noire domine l'évolution actuelle de l'univers. Mais la nature de cette force reste profondément mystérieuse. L'explication la plus simple est la constante cosmologique introduite par Albert Einstein en 1917. Dans le cadre de la relativité générale, une constante ajoutée aux équations agit comme une énergie du vide, présente en tout point de l'espace. Cette hypothèse correspond parfaitement aux observations actuelles, mais elle soulève un problème théorique majeur. Les calculs de la physique quantique estiment l'énergie du vide à une valeur environ 10 à la puissance 100 fois supérieure à ce qui est observé. Cet écart colossal est considéré comme la pire prédiction théorique de l'histoire de la physique, soulignant notre ignorance profonde. D'autres modèles proposent des champs dynamiques appelés quintessences.
Contrairement à la constante cosmologique qui reste fixe, la quintessence varierait au cours du temps et de l'espace. Si cette hypothèse est correcte, l'énergie noire pourrait avoir une intensité différente dans d'autres régions de l'univers et son influence pourrait évoluer dans le futur. Cela aurait des conséquences directes sur le destin ultime du cosmos. Un univers dominé par une constante cosmologique s'étendrait indéfiniment, mais un univers gouverné par une quintessence instable pourrait ralentir, s'effondrer à nouveau, ou même se déchirer dans un scénario connu sous le nom de Big Rip. L'énergie noire ne modifie pas seulement la vitesse d'expansion globale, elle influence aussi la croissance des structures cosmiques. Les filaments de matière noire et les amas de galaxies se forment sous l'effet de la gravité, mais l'accélération universelle agit comme une force de dispersion. Plus l'énergie noire devient dominante, plus elle freine la croissance des structures. Dans un futur lointain, les galaxies extérieures à notre superamas local s'éloigneront si vite qu'elles franchiront définitivement notre horizon cosmologique. Cela signifie que l'univers observable se rétrécira avec le temps, enfermant nos descendants dans une île cosmique isolée. Les observations actuelles suggèrent donc que ce scénario est déjà en cours, et nous vivons à une époque charnière où la toile cosmique est encore visible dans son ensemble. La recherche sur l'énergie noire repose sur plusieurs stratégies expérimentales. Les relevés de galaxies permettent donc de cartographier l'expansion à différentes époques. Le projet DESI, en cours aux États-Unis, mesure la lumière de millions de galaxies pour étudier la distribution de la matière à grande échelle. Le télescope spatial Euclide, lancé en 2023 par l'Agence spatiale européenne, cartographiera la géométrie de l'univers grâce à l'effet de lentilles gravitationnelles faibles. Le futur télescope Vera C. Rubin, avec son Large Synoptic Survey Telescope au Chili, offrira un film détaillé de l'évolution cosmique sur une décennie. Ces projets cherchent à préciser les propriétés de l'énergie noire et à déterminer si elle correspond bien à une constante cosmologique ou à une forme plus exotique. L'énergie noire interroge aussi notre compréhension de la gravité elle-même. Peut-être n'existe-t-elle pas en tant que substance distincte, mais reflète-t-elle une limite de la relativité générale à très grande échelle ? Des théories de gravité modifiées, comme celles basées sur des dimensions supplémentaires ou des corrections aux équations d'Einstein, tentent de reproduire les observations sans recourir à une énergie invisible. Ces approches y sont difficiles à attester, mais elles rappellent que l'énergie noire pourrait être le signe d'une révolution conceptuelle encore à venir. Si nous cherchons à comprendre ce qu'il y a au-delà de l'univers observable, l'énergie noire joue un rôle déterminant. Elle définit l'horizon cosmologique et fixe la limite ultime de ce que nous pourrons voir un jour. Même si l'univers s'étend infiniment, l'accélération impose une frontière dynamique. Au-delà d'une certaine distance, la lumière des galaxies lointaines ne nous atteindra jamais. Autrement dit, l'énergie noire ne se contente pas de sculpter l'avenir de l'univers, elle trace aussi la limite de notre savoir. L'énergie noire influence également nos spéculations sur la topologie globale du cosmos. Si elle est uniforme et constante, l'expansion accélérée sera la même partout. Mais si elle fluctue, des régions de l'univers pourraient connaître une expansion plus rapide ou plus lente. Cela ouvre la possibilité que des zones éloignées, invisibles pour nous, évoluent normalement différemment, donnant naissance à des configurations cosmiques radicalement distinctes. Ainsi, la nature de l'énergie noire détermine non seulement notre horizon d'observation, mais aussi la diversité potentielle des régions au-delà de celui-ci. Dans un futur extrêmement lointain, si l'énergie noire reste dominante, l'univers deviendra de plus en plus vide. Les étoiles mourront, les galaxies s'éteindront, et seules subsisteront des particules éparses, séparées par des distances galantes croissantes. Mais si l'énergie noire est instable, le scénario pourrait être bien différent. Un Big Rip déchirerait l'espace-temps lui-même, réduisant les galaxies, les étoiles et même les atomes en fragments. Ce type de spéculation peut sembler extrême, mais il découle directement des équations si l'énergie noire varie avec le temps. Ce mystère est donc bien plus qu'une curiosité théorique. Il conditionne notre compréhension de ce qui existe au-delà du bord observable, car si l'univers est plus vaste que ce que nous voyons, la façon dont il évolue dépend intimement de l'énergie noire. En cartographiant son influence, nous dessinons aussi les contours de l'invisible. Et chaque progrès dans sa compréhension nous rapproche d'une réponse à la question fondamentale. L'univers est-il infini ou bien ses horizons sont-ils façonnés par une force qui nous échappe encore ? Depuis que l'humanité a levé les yeux vers le ciel, la question s'impose. Sommes-nous seuls dans l'univers ?
Pendant des siècles, il ne s'agissait que de spéculation. Mais à la fin du XXe siècle, la technologie a permis de transformer cette interrogation philosophique en recherche scientifique. En 1995, les astronomes Michel Mayor et Didier Queloz ont annoncé la découverte de la première planète orbitant une étoile semblable au Soleil, 50 Pégasi b, située à environ 50 années-lumière. Cette annonce marqua le début d'une nouvelle ère, celle de l'astronomie des exoplanètes. Depuis, des milliers de mondes ont été identifiés, et les estimations suggèrent qu'il pourrait y avoir plus de planètes que d'étoiles dans la Voie lactée, soit plusieurs centaines de milliards rien que dans notre galaxie. La détection de ces mondes lointains repose sur plusieurs techniques. La plus fructueuse est la méthode du transit. Lorsqu'une planète passe devant son étoile, elle bloque une fraction minime de la lumière, produisant une baisse régulière et mesurable de luminosité. Le télescope spatial Kepler, lancé en 2009, a exploité cette technique avec une précision extraordinaire. En observant plus de 150 000 étoiles en continu, il a identifié des milliers de planètes candidates, allant de géantes gazeuses plus grosses que Jupiter à des planètes rocheuses de taille comparable à la Terre. Les données de Kepler ont révolutionné notre vision. Les petites planètes rocheuses ne sont pas rares, mais au contraire fréquentes, et certaines se trouvent dans la zone habitable de leur étoile, là où l'eau liquide pourrait exister. Une autre méthode repose sur la vitesse radiale. Une planète exerce une attraction gravitationnelle sur son étoile, la faisant osciller légèrement autour du centre de masse commun. Ce mouvement induit un décalage dans le spectre lumineux de l'étoile, mesurable grâce à l'effet Doppler. C'est cette technique qu'ont utilisé Mayor et Queloz pour découvrir 50 Pégasi b. Bien qu'elle soit plus efficace pour détecter des planètes massives proches de leur étoile, elle a permis de confirmer de nombreux mondes identifiés par Kepler. Les progrès ne s'arrêtent pas là. Des techniques non plus récentes incluent l'imagerie directe, qui consiste à bloquer la lumière d'une étoile pour capturer la faible lueur de sa planète, et la microlentille gravitationnelle, qui exploite l'alignement de deux étoiles lointaines. Lorsque l'étoile au premier plan possède une planète, la lumière de l'étoile de fond est brièvement amplifiée, révélant la présence du compagnon invisible. Bien que rare, cette méthode permet de détecter des planètes à grande distance, parfois situées à des milliers d'années-lumière. Ces découvertes massives posent une question fondamentale. Combien de ces mondes sont potentiellement habitables ? La zone habitable, définie comme la région autour d'une étoile où la température permettrait à l'eau liquide de subsister à la surface, est un critère central. Mais la réalité, c'est plus complexe. La composition de l'atmosphère, l'activité de l'étoile, la présence d'un champ magnétique ou d'une tectonique des plaques sont autant de facteurs déterminants. Certaines étoiles, comme les naines rouges, ont des zones habitables très proches, ce qui expose les planètes à de violentes éruptions stellaires. Pourtant, ces étoiles sont les plus nombreuses dans la galaxie, et la probabilité qu'elles abritent des mondes habitables est élevée. Les télescopes actuels commencent à sonder les atmosphères de ces exoplanètes. En 2019, des observations du télescope Hubble ont révélé la présence de vapeur d'eau dans l'atmosphère de K 2-18b, une super-Terre située à 110 années-lumière. Bien qu'il s'agisse d'un monde probablement plus massif et plus hostile que la Terre, cette détection démontre que nous entrons dans une ère où il devient possible de rechercher directement des signatures chimiques de vie. Le télescope spatial James Webb, lancé en 2021, va plus loin en analysant les spectres infrarouges avec une précision inégalée. Son objectif est de détecter des molécules comme le méthane, l'ozone ou l'oxygène qui pourraient indiquer une activité biologique. La diversité des exoplanètes découvertes est stupéfiante. Certaines, appelées Jupiter chaud, orbitent si près de leur étoile qu'une année dure quelques jours. Leur atmosphère peut atteindre plusieurs milliers de degrés et être balayée par des vents supersoniques. D'autres, surnommés super-Terre, sont des mondes rocheux plus massifs que notre planète, possédant potentiellement une gravité plus forte et une atmosphère épaisse. Des mini-Neptunes combinent une taille intermédiaire et une enveloppe gazeuse dense. Cette variété démontre que notre système solaire n'est qu'un exemple parmi une gamme bien plus large de configurations planétaires. Les statistiques issues des missions Kepler et TSS suggèrent que dans la seule Voie lactée, il pourrait y avoir des milliards de planètes situées dans la zone habitable de leur étoile. Si seulement une fraction d'entre elles possède les conditions nécessaires à la vie, le nombre de mondes potentiellement habitables devient vertigineux. Cependant, habitabilité ne signifie pas nécessairement habiter.
La Terre elle-même est restée stérile pendant des centaines de millions d'années après sa formation. L'apparition de la vie est un processus complexe qui pourrait dépendre de circonstances uniques. Au-delà de la simple détection, l'étude des exoplanètes soulève des spéculations profondes sur ce qui se trouve hors de notre portée. Si l'univers observable contient des milliards de galaxies et chacune des centaines de milliards d'étoiles, alors les exoplanètes découvertes ne sont qu'un échantillon minuscule d'un ensemble quasiment infini. Chaque étoile au-delà de notre horizon cosmologique pourrait héberger des planètes, et chaque planète pourrait représenter un environnement unique. L'immensité des possibles dépasse toute tentative de recensement. Les chercheurs explorent aussi la notion de biosignature, des indices chimiques ou physiques trahissant la présence de vie. L'oxygène, par exemple, est un gaz réactif qui disparaîtrait rapidement sans une source constante. Sur Terre, il est produit par la photosynthèse. Ainsi, la détection d'oxygène couplée à du méthane dans l'atmosphère d'une exoplanète serait un signe fort, bien que non définitif, de processus biologiques. Mais l'interprétation reste délicate. Des phénomènes géologiques ou photochimiques peuvent produire des faux positifs. C'est pourquoi la recherche de biosignatures repose sur une combinaison de gaz et de conditions, plutôt qu'un seul indicateur. L'exploration des planètes lointaines est aussi une exploration de nous-mêmes. En cherchant des mondes semblables à la Terre, nous redéfinissons notre place dans l'univers. Si des planètes habitables existent au-delà de notre horizon, elles sont condamnées à rester inaccessibles, car la vitesse de la lumière impose une barrière infranchissable. Mais leur existence probable suffit à transformer notre conception du cosmos, car même si nous ne les verrons jamais, elles ajoutent une dimension à la réponse à la question: que se trouve-t-il au-delà du bord de l'univers observable? Non seulement davantage de galaxies et d'étoiles, mais aussi une profusion de mondes, chacun porteur d'un potentiel unique. L'étude des exoplanètes ouvre donc une fenêtre scientifique et philosophique. Chaque détection, chaque atmosphère sondée, chaque spectre analysé élargit notre horizon intellectuel. Au-delà de la sphère visible, il est rationnel de penser que la même diversité se répète. Ainsi, l'univers ne se limite pas à un océan de galaxies. Il est aussi un océan de planètes, dont une fraction peut-être infime mais réelle pourrait abriter la vie. Cette perspective change radicalement la manière dont nous concevons l'infini cosmique et alimente la quête de savoir qui nous pousse toujours plus loin. Chercher des signes de vie au-delà de la Terre ne se résume pas à observer des planètes lointaines ou à imaginer des formes d'existence exotiques. C'est avant tout une enquête chimique basée sur l'analyse minutieuse de ce que l'on appelle des signatures biologiques. Ces indices, souvent sous forme de gaz présents dans une atmosphère planétaire ou de traces détectables à distance, servant de marqueurs indirects de processus biologiques. Sur Terre, la composition de l'atmosphère est dominée par l'azote et l'oxygène, ce dernier étant en grande partie produit par la photosynthèse. Si un observateur extraterrestre analysait notre planète, la coexistence d'oxygène en grande quantité et de méthane en faible proportion serait un indice puissant de vie active, car ces deux gaz réagiraient rapidement et disparaîtraient sans un renouvellement constant par des organismes vivants. C'est précisément ce type de combinaison que les astronomes espèrent identifier dans les atmosphères des exoplanètes. Les télescopes spatiaux actuels, comme Hubble ou le James Webb, utilisent de la spectroscopie pour décomposer la lumière des étoiles, traversant l'atmosphère d'une planète en transit. Cette lumière transporte la signature des molécules présentes, révélant la composition chimique. Détecter de l'ozone, du dioxyde de carbone, du méthane ou de la vapeur d'eau peut fournir des indices sur la dynamique de la planète et sur son potentiel biologique. Le télescope James Webb a déjà démontré cette capacité en observant la composition atmosphérique de plusieurs super-Terres et mini-Neptune, bien que les résultats soient encore en cours d'interprétation. Cependant, interpréter ces données exige prudence. La géologie et la photochimie peuvent produire des gaz que l'on pourrait confondre avec des biosignatures. Par exemple, le méthane peut être généré par des processus volcaniques et l'oxygène peut être produit par la dissociation de l'eau sous l'effet des rayons ultraviolets. C'est pourquoi les scientifiques insistent sur l'importance des combinaisons de gaz plutôt que sur un seul indicateur isolé. La présence simultanée d'oxygène et de méthane ou encore d'ozone et de vapeur d'eau dans des proportions particulières est plus convaincante qu'une détection unique. Un exemple fascinant de cette complexité est Mars. Des missions comme Curiosity et Mars Express ont détecté du méthane dans son atmosphère, parfois avec des variations saisonnières.
Sur Terre, une telle variation est typiquement liée à une activité biologique. Pourtant, aucune preuve directe de vie n'a été trouvée à ce jour. Les chercheurs explorent encore les causes possibles, allant de processus géologiques souterrains à des réactions photochimiques mal comprises. Cette situation illustre bien à quel point les biosignatures doivent être interprétées avec soin, en tenant compte du contexte planétaire global. Les lunes glacées du système solaire offrent aussi des laboratoires uniques. Encelade, une lune de Saturne, éjecte des panaches de vapeur d'eau contenant du méthane, de l'hydrogène et des composés organiques simples. Ces jets observés par la sonde Cassini suggèrent l'existence d'un océan souterrain, en contact avec un plancher rocheux, ce qui pourrait fournir l'énergie chimique nécessaire à la vie. De même, Europe, lune de Jupiter, montre des indices de panache d'eau et possède un océan global sous sa surface glacée. Ces environnements pourraient l'un contenir des biosignatures locales, détectables par de futures missions comme Europa Clipper ou JUICE, qui analyseront directement les panaches ou la surface. Au-delà de notre système solaire, les biosignatures potentielles prennent une dimension plus spéculative. Certains chercheurs explorent pour la possibilité de technosignatures, c'est-à-dire des indices de civilisation avancée. Cela pourrait inclure la détection de polluants industriels comme les chlorofluorocarbures ou encore des structures artificielles modifiant la lumière stellaire. Bien que ces scénarios restent hypothétiques, ils élargissent pour la définition des signatures biologiques en y intégrant la possibilité d'une activité technologique. La quête des biosignatures est également une question d'échelle temporelle. La Terre n'a pas toujours présenté une atmosphère oxygénée. Pendant près de 2 milliards d'années, notre planète était dominée par du dioxyde de carbone et du méthane, sans oxygène libre. Si une civilisation extraterrestre avait observé la Terre à cette époque, elle n'y aurait pas détecté d'oxygène et pourtant, la vie y prospérait déjà, principalement sous forme de microbes. Cela signifie que les biosignatures peuvent évoluer au cours de l'histoire d'une planète et que certaines formes de vie pourraient, dit-on, ne jamais produire de gaz détectable à distance. Pour surmonter ces limites, les chercheurs développent souvent des modèles planétaires détaillés. Ces modèles simulent en chaud la chimie atmosphérique, la géologie et l'influence de l'étoile hôte pour déterminer quels signaux seraient-on réellement compatibles avec la vie. Par exemple, une planète en orbite autour d'une naine rouge recevra beaucoup plus de rayonnement ultraviolet, ce qui modifie la photodissociation des molécules. La détection d'oxygène dans un tel contexte pourrait être un faux positif. C'est pourquoi les futures missions devront combiner spectroscopie, imagerie et modélisation pour distinguer les véritables biosignatures des illusions. À mesure que la technologie progresse, l'espoir grandit de détecter une biosignature claire sur une planète de type terrestre dans la zone habitable. Les futurs télescopes comme l'UVOIR ou ABEX, encore à l'état de projet, pourraient atteindre la résolution nécessaire pour analyser directement la lumière réfléchie par ces mondes. Ils pourraient révéler non seulement la composition atmosphérique, mais aussi la présence de nuages, de glace ou même de végétation via des signatures spectrales particulières comme le Red Edge des plantes terrestres. La recherche des biosignatures ne concerne pas seulement l'astronomie, elle touche à la biologie, à la chimie et à la philosophie. Car si nous découvrions une planète portant des traces claires de vie, cela signifierait que la vie n'est pas un phénomène unique à la Terre, mais une propriété répandue de l'univers. Même une forme microbienne ailleurs transformerait notre compréhension de la biologie et de notre place dans le cosmos. Et si aucune biosignature n'était jamais trouvée, malgré l'immensité des planètes disponibles, cela renforcerait l'idée que la vie est rare, peut-être exceptionnellement rare, soulevant encore davantage la question du paradoxe de Fermi. En fin de compte, les biosignatures représentent un pont entre l'observable et l'inobservable. Elles nous permettent d'inférer l'existence de processus vivants à des distances où aucune sonde ne pourra jamais voyager. Au-delà du bord de notre univers observable, il est rationnel de supposer que des mondes semblables à la Terre existent, avec des biosignatures différentes de celles que nous connaissons. Nous ne les verrons probablement jamais, mais notre méthode de détection repose sur une logique universelle. Si la vie modifie son environnement, alors elle laisse des traces, et ces traces, même invisibles à l'œil nu, deviennent lisibles dans la lumière des étoiles. Pour comprendre ce que la vie pourrait représenter ailleurs dans l'univers, il est nécessaire d'examiner comment elle s'adapte aux environnements extrêmes sur Terre. Notre planète abrite une diversité biologique étonnante dans des conditions que l'on croyait autrefois incompatibles avec la survie.
Ces organismes, appelés extrémophiles, nous offrent des indices précieux sur ce qui pourrait être possible sur Mars, dans les océans glacés d'Europe ou dans les atmosphères de planètes lointaines. Leur existence démontre que la vie n'est pas limitée aux zones tempérées et hospitalières, mais qu'elle peut se développer là où la température, la pression, l'acidité ou le rayonnement atteignent des niveaux extrêmes. Un exemple emblématique est celui des sources hydrothermales au fond des océans. Découverte dans les années 1970 près des dorsales médio-océaniques, ces cheminées sous-marines rejettent de l'eau à plus de 300 degrés Celsius, riche en minéraux dissous et en composés chimiques. Loin de la lumière du soleil, des communautés entières prospèrent grâce à la chimiosynthèse, un processus par lequel des bactéries utilisent l'énergie des réactions chimiques plutôt que la lumière. Ces écosystèmes abritent des vers tubicoles, des moules géants et d'innombrables microbes, tous vivant dans un environnement que l'on aurait jugé stérile auparavant. Cette découverte a transformé notre conception de la vie et ouvert la possibilité que des océans souterrains, chauffés par l'activité géologique, puissent aussi abriter des formes similaires. Les déserts extrêmes offrent un autre laboratoire naturel. Le désert d'Atacama, au Chili, est l'un des plus secs du monde, avec des précipitations presque nulles sur certaines régions. Pourtant, des microbes survivent dans les roches et les sols salés, exploitant de minuscules quantités d'humidité de l'air ou de la brume marine. Ces organismes témoignent d'une capacité d'adaptation à des conditions arides qui rappellent celles de Mars. Les missions martiennes, comme celles des rovers Curiosity et Perseverance, s'inspirent de ces analogies quantités terrestres pour rechercher des indices de vie passées ou présentes dans les sols et les sédiments de la planète rouge. La résistance au froid extrême est également révélatrice. En Antarctique, sous des kilomètres de glace, des lacs subglaciaires comme le lac Vostok abritent des communautés microbiennes isolées depuis des millions d'années. Ces environnements privés de lumière et exposés à des pressions énormes ressemblent aux océans profonds supposés exister sous la surface des lunes glacées. Si la vie a pu s'y maintenir sur Terre, il est plausible qu'elle puisse aussi subsister dans les océans d'Europe ou d'Encelade, protégés des radiations cosmiques par une épaisse couche de glace. Certains organismes défendent encore davantage nos attentes. Les tardigrades, de minuscules animaux microscopiques, survivent à des conditions extrêmes de chaleur, de froid, de radiation et même au vide spatial. Ils peuvent entrer en cryptobéose, un état où leur métabolisme ralentit presque jusqu'à l'arrêt, leur permettant de résister à des températures proches du zéro absolu ou à plus de 150 degrés Celsius. En 2007, des tardigrades envoyés dans l'espace par l'Agence spatiale européenne ont survécu à l'exposition directe au rayonnement solaire et au vide. Un exploit qui prouve que certaines formes de vie peuvent endurer les environnements les plus hostiles de l'univers. La résistance au rayonnement est un autre aspect fascinant. La bactérie Deinococcus radiodurans, surnommée Conan la bactérie, peut survivre à des doses de radiation des milliers de fois supérieures à celles qui tueraient un être humain. Sa capacité de réparation rapide de l'ADN endommagé en fait un modèle pour comprendre comment la vie pourrait subsister sur des mondes exposés à des niveaux élevés de rayonnement, comme Mars ou les lunes sans atmosphère. Les environnements acides et alcalins de notre planète ajoutent d'autres exemples. Dans les mines profondes d'Afrique du Sud, des bactéries vivent à plusieurs kilomètres sous terre, se nourrissant de sulfate et de radiation naturelle. Dans les lacs hypersalés, comme la mer Morte, des archées halophiles prospèrent malgré des concentrations de sel létales pour la plupart des organismes. Ces extrémophiles démontrent une plasticité extraordinaire, prouvant que la vie peut trouver une niche dans des conditions presque inimaginables. L'étude de ces environnements extrêmes n'a pas seulement une valeur descriptive, elle sert directement de guide pour l'astrobiologie. Les futures missions spatiales intègrent les leçons tirées de ces découvertes pour concevoir des instruments capables de détecter des traces de vie dans des contextes variés. Par exemple, les panaches d'Encelade pourraient en contenir des molécules organiques complexes issues d'un métabolisme microbien, semblable à celles que l'on trouve autour des sources hydrothermales terrestres. Les expériences réalisées dans les déserts terrestres aident à affiner les protocoles de détection pour les rovers martiens en développant des techniques capables d'identifier des biomarqueurs dans des sols pauvres et oxydants. Ces recherches montrent aussi que la frontière entre l'habitabilité et l'inhospitalité n'est pas aussi nette qu'on le pensait. Ce que nous percevons comme un environnement hostile peut être pour d'autres organismes un habitat favorable.
Ainsi, la notion de zone habitable, centrée sur la présence d'eau liquide, doit être nuancée. L'eau peut exister sous forme de glace, de vapeur ou être piégée dans des minéraux, et la vie peut s'adapter à ces variantes. En élargissant notre définition de l'habitabilité, nous augmentons nos chances de reconnaître des mondes porteurs de vie au-delà de notre système solaire. Enfin, les environnements extrêmes rappellent que la vie est un phénomène résilient. Sur Terre, elle s'est adaptée à des conditions variées pendant plus de 3 milliards d'années, survivant à des impacts, des glaciations globales et des extinctions massives. Cette résilience suggère que si la vie émerge quelque part dans l'univers, elle peut trouver des moyens de persister malgré les défis. Ce constat nourrit l'idée que, bien au-delà de notre horizon observable, des formes de vie pourraient exister dans des conditions que nous qualifierions d'invivables. En étudiant ces extrêmes terrestres, nous construisons un miroir pour explorer le possible ailleurs. Chaque bactérie survivant dans le sel, chaque microbe respirant du soufre, chaque tardigrade traversant le vide spatial élargit la gamme de scénarios plausibles pour la vie extraterrestre. Ce savoir n'éclaire pas seulement nos recherches scientifiques, il redéfinit aussi notre conception du vivant et de sa place dans l'univers. Comprendre ce qui se trouve au-delà de l'univers observable ne peut se faire sans retracer l'histoire des instruments qui nous ont permis d'ouvrir les yeux sur le cosmos. Chaque génération de télescopes a repoussé les limites de notre vision et révélé des mondes insoupçonnés. Au début du XVIIe siècle, Galileo Galilei transforma une simple lunette optique en outil d'exploration astronomique. En 1609, il pointa son instrument vers le ciel et découvrit les montagnes de la Lune, les satellites de Jupiter et les phases de Vénus. Ces observations confirmaient en tant que la Terre n'était pas le centre de l'univers et renversaient en une vision cosmologique vieille de plusieurs millénaires. À partir de ce moment, l'astronomie devint une science observationnelle appuyée sur des instruments. Les siècles suivants furent marqués par des améliorations constantes. Isaac Newton inventa en 1668 le télescope réflecteur, utilisant un miroir pour capter la lumière plutôt que des lentilles. Cette innovation permit de construire des instruments plus grands, sans les aberrations optiques qui limitaient les réfracteurs. Au XVIIIe et XIXe siècle, des télescopes géants comme celui de William Herschel, équipés d'un miroir de 1,2 m, permirent de cartographier la Voie lactée et de découvrir de nouvelles planètes, dont Uranus en 1781. Herschel soupçonna déjà que certaines nébuleuses pouvaient être des galaxies lointaines, pressentant l'immensité du cosmos. Au début du XXe siècle, l'astronomie franchit un cap décisif avec les grands observatoires modernes. Le télescope Hooker de 2,5 mètres, installé au mont Wilson en Californie, fut utilisé par Edwin Hubble pour démontrer en 1924 que la nébuleuse d'Andromède n'était pas un nuage de gaz de notre galaxie, mais bien une galaxie distincte, située à plus de 2 millions d'années-lumière. Cette découverte élargit brutalement l'univers connu et introduisit la notion de cosmos peuplé de milliards de galaxies. Quelques années plus tard, Hubble utilisa le même télescope pour montrer que l'univers était en expansion, posant les bases de la cosmologie moderne. L'amélioration continue des instruments transforma aussi la précision des mesures. Les détecteurs photographiques remplacèrent l'œil humain, puis les capteurs électroniques multiplièrent la sensibilité et la fiabilité. L'astronomie ne se limita plus à l'optique visible. Les radiotélescopes, inaugurés dans les années 1930, révélèrent un ciel invisible à l'œil nu, riche en sources radio comme les pulsars et les quasars. L'astronomie infrarouge, ultraviolette et en rayons X nécessita des télescopes spatiaux, car l'atmosphère terrestre absorbe ces longueurs d'onde. Le lancement du télescope spatial Hubble en 1990 marqua une révolution comparable à celle de Galilée. Placé au-dessus de l'atmosphère, Hubble pouvait observer avec une netteté inégalée. Ces images des galaxies lointaines, notamment le champ profond révélé en 1995, montrèrent que l'univers observable contenait des milliards de galaxies, même dans une zone minuscule du ciel. Cette vision confirma l'idée d'un cosmos uniforme et sans centre, élargissant notre horizon intellectuel. Hubble mesura aussi la vitesse d'expansion avec une précision nouvelle, affinant la valeur de la constante de Hubble et contribuant à la découverte de l'énergie noire. Les télescopes modernes comme Keck au sommet du Mauna Kea à Hawaï ou le Very Large Telescope, VLT, de l'ESO au Chili exploitent des miroirs segmentés et adaptatifs.
Ces technologies corrigent en temps réel les distorsions causées par l'atmosphère, atteignant une résolution proche de celle de l'espace. Elles permettent d'observer directement des exoplanètes, d'analyser les mouvements des étoiles proches du centre galactique et de confirmer l'existence d'un trou noir supermassif dans la Voie lactée. Les projets actuels visent dans des échelles encore plus grandes. Le télescope géant européen, ELT, en construction au Chili, disposera d'un miroir de 39 mètres, le plus grand jamais conçu. Il devrait permettre de sonder les atmosphères d'exoplanètes de type terrestre, cherchant des biosignatures à plusieurs dizaines d'années-lumière. De son côté, le Square Kilometre Array, SKA, un immense réseau de radiotélescopes répartis en Afrique et en Australie, ouvrira une fenêtre inédite sur l'univers primitif, détectant l'hydrogène neutre émis peu après le Big Bang. L'histoire des télescopes est intimement liée à la question des limites de l'univers. Chaque fois que la technologie a progressé, le cosmos s'est révélé plus vaste, plus complexe et plus ancien que prévu. Galilée avait montré que les planètes n'étaient pas parfaites. Hubble avait montré que notre galaxie n'était qu'une parmi d'autres. Les instruments modernes montrent que même l'univers observable n'est qu'une fraction d'une réalité beaucoup plus large. Ce schéma suggère que les limites actuelles de nos télescopes ne sont qu'une étape provisoire. Les instruments futurs pourraient aller encore plus loin. Des projets de télescopes spatiaux refroidis à des températures proches du zéro absolu permettraient de capter les signaux ténus du rayonnement cosmique à des longueurs d'onde encore inaccessibles. Des interféromètres spatiaux géants, formés de plusieurs satellites travaillant ensemble, pourraient atteindre une résolution équivalente à celle d'un miroir de centaines de kilomètres de diamètre. De telles avancées permettraient d'observer les premières étoiles de l'univers, formées seulement quelques dizaines de millions d'années après le Big Bang, et peut-être même de sonder indirectement des régions au-delà du rayonnement fossile. Mais même les télescopes les plus ambitieux se heurteront à une limite fondamentale, la vitesse de la lumière et l'expansion accélérée. Il existera toujours des régions inaccessibles, hors de notre horizon cosmologique. Les télescopes ne pourront jamais voir au-delà de cette barrière, mais ils peuvent nous donner des indices indirects sur ce qui s'y trouve, en mesurant la topologie, la distribution de la matière et les fluctuations de l'énergie noire. Ainsi, retracer l'histoire des télescopes revient à retracer notre compréhension des frontières cosmiques. Chaque génération d'instruments a élargi notre horizon et révélé que le cosmos est plus vaste que nous ne l'imaginions. De Galilée au futur ELT, les télescopes incarnent une progression continue vers l'inconnu. Leur évolution témoigne d'une leçon constante. Chaque fois que nous pensons toucher une limite, nous découvrons que cette limite n'était qu'apparente, et qu'au-delà s'étend une réalité encore plus grande. Le lancement du télescope spatial James Webb en décembre 2021 a marqué un tournant décisif dans notre exploration du cosmos. Après plusieurs décennies de conception, de retard et de tests minutieux, cet observatoire de 6,5 mètres de diamètre est devenu le successeur de Hubble, non pas en le remplaçant, mais en prolongeant sa mission à des longueurs d'onde totalement différentes. Webb est conçu pour observer principalement dans l'infrarouge une région du spectre électromagnétique invisible à l'œil humain mais cruciale pour sonder les origines de l'univers. Grâce à cette capacité, il peut voir plus loin dans le temps, observer des galaxies formées seulement quelques centaines de millions d'années après le Big Bang et analyser l'atmosphère d'exoplanètes lointaines avec une précision inédite. Ce qui distingue Webb de ses prédécesseurs n'est pas seulement la taille de son miroir, composé de 18 segments hexagonaux recouverts d'or, mais aussi sa position orbitale. Contrairement à Hubble, placé en orbite basse autour de la Terre, Webb se situe au point de Lagrange L, 2, à 1,5 million de kilomètres de nous. Cette position stable, à l'abri des perturbations terrestres, permet à son immense pare-soleil de la taille d'un court de tennis de maintenir les instruments à des températures cryogéniques inférieures à moins 230 degrés Celsius. Dans cet environnement glacé, Webb peut détecter les photons infrarouges les plus faibles émis par les objets les plus éloignés. Dès ses premières images publiées en juillet 2022, Webb a démontré sa puissance. Une seule observation a révélé des galaxies distantes de plus de 13 milliards d'années-lumière, certaines déformées par l'effet de lentilles gravitationnelles produit par des amas massifs. Là où Hubble nécessitait des semaines d'exposition, Webb obtenait des résultats comparables en quelques heures. Ces images ne sont pas seulement spectaculaires, elles apportent des données directes sur la formation des toutes premières galaxies et sur la distribution de la matière noire qui façonne leur répartition. L'une des contributions majeures de Webb est son exploration de la période appelée l'aube cosmique. Avant son lancement,
les astronomes ne savaient pas exactement quand les premières étoiles et galaxies étaient apparues. Les estimations suggéraient entre 400 et 600 millions d'années après le Big Bang. Mais Webb a identifié des galaxies candidates, CTO et des Kainan formés seulement 300 millions d'années après l'événement initial, repoussant les limites de nos modèles. Certaines de ces galaxies semblent plus massives et pas des plus évoluées que prévu, remettant en question la vitesse à laquelle les structures cosmiques peuvent se développer. Ces observations obligent les cosmologistes à réviser leurs théories sur la formation des premières générations d'étoiles et sur la rapidité de l'enrichissement chimique de l'univers primitif. Webb ne se limite pas aux galaxies. Ces instruments, comme NIRSPEC et MIRI, sont capables d'analyser la lumière filtrée à travers les atmosphères des exoplanètes en transit devant leur étoile. En quelques mois, il a déjà fourni des spectres détaillés de mondes lointains comme WASP-39b, une géante gazeuse située à 700 années-lumière. L'analyse a révélé la présence de dioxyde de carbone, de vapeur d'eau et de nuages complexes. Ces résultats sont une première étape vers la détection de biosignatures potentielles sur des planètes rocheuses plus petites. Pour la première fois, il devient concevable d'identifier à distance des indices chimiques suggérant la possibilité de vie sur des mondes extrasolaires. Le rôle de Webb est aussi crucial dans l'étude des objets plus proches, comme les planètes du système solaire. Ces observations de Mars, de Jupiter et de ses lunes offrent des perspectives inédites grâce à sa sensibilité infrarouge. Sur Europe, l'une des lunes de Jupiter, Webb pourrait confirmer la présence de panaches d'eau éjectées depuis son océan souterrain. Sur Titan, la plus grande lune de Saturne, il sonde les couches atmosphériques riches en méthane et révèle la dynamique de ces nuages et de ces lacs d'hydrocarbures. Ces données complètent celles des missions spatiales in situ et fournissent un contexte global pour évaluer l'habitabilité des environnements proches. Au-delà de ces résultats spectaculaires, Webb illustre la manière dont chaque télescope change notre perception des limites cosmiques. Hubble avait montré que l'univers observable regorge de galaxies, mais Webb révèle que ces galaxies apparaissent beaucoup plus tôt et plus abondamment qu'attendu. Cette découverte remet en question nos modèles de l'expansion et de la structuration cosmique. Si les galaxies massives existaient déjà à 300 millions d'années après le Big Bang, cela implique que les processus de formation ont été bien plus rapides, peut-être grâce à des concentrations locales de matière noire ou à des mécanismes encore inconnus. Webb offre aussi une nouvelle approche pour sonder l'énergie noire. En mesurant la luminosité des supernovas lointaines et la répartition des galaxies dans l'espace, il peut affiner les paramètres cosmologiques et peut-être résoudre la tension actuelle autour de la constante de Hubble. Cette valeur, mesurée localement grâce à des supernovas, diffère légèrement de celle déduite du rayonnement fossile. Comprendre cette différence est l'un des défis majeurs de la cosmologie moderne, et Webb apporte des données inédites pour trancher le débat. La mission James Webb n'est pas seulement une prouesse technologique, elle est aussi une extension de notre horizon intellectuel. Chaque spectre, chaque image, chaque détection ajoute une pièce au puzzle de ce qu'il y a au-delà du bord observable. Car même si Webb ne peut franchir la barrière ultime imposée par le rayonnement fossile, il en rapproche les contours, révélant l'univers dans ses premiers instants accessibles. De plus, ses capacités à sonder les atmosphères planétaires élargissent notre quête de vie ailleurs, une recherche qui donne un sens immédiat à la question de ce qui existe au-delà. En fin de compte, Webb n'est pas une conclusion mais une transition. Il ouvre une nouvelle ère où l'observation directe des premières galaxies et l'analyse des atmosphères exoplanétaires deviennent des réalités. Son succès prépare déjà la voie aux générations futures de télescopes, encore plus puissants, qui chercheront à franchir d'autres limites. L'histoire de James Webb illustre parfaitement la logique constante de l'astronomie. Chaque instrument repousse l'horizon, mais cet horizon recule toujours davantage, suggérant qu'au-delà de ce que nous voyons aujourd'hui, s'étend une réalité encore plus vaste et plus complexe. Depuis le début du XXe siècle, l'humanité a découvert que l'univers ne se limitait pas à la lumière visible. En 1932, Karl Jansky, ingénieur chez Bell Telephone, capta pour la première fois un bruit radio provenant du centre de la Voie lactée. Cette découverte inaugura l'ère de la radioastronomie, révélant un ciel invisible à l'œil nu, mais riche en phénomènes. Très vite, les radiotélescopes ne permirent d'identifier des pulsars, des quasars et des sursauts d'énergie que la lumière visible ne pouvait pas montrer. Ces signaux radio ne sont pas seulement des curiosités scientifiques,
Il constitue un des fenêtres ouvertes sur les événements les plus extrêmes de l'univers. Parmi les découvertes les plus marquantes figurent les pulsars, identifiés en 1967 par Jocelyn Bell Burnell et Anthony Hewish. Ces étoiles à neutrons en rotation émettent des faisceaux radio réguliers, comparables à des phares cosmiques. Leur précision est telle qu'ils servent d'horloge naturelle, permettant de tester la relativité générale et de détecter indirectement l'existence des ondes gravitationnelles. Les quasars, quant à eux, sont des noyaux galactiques actifs alimentés par des trous noirs supermassifs, détectés pour la première fois dans les années 1960 grâce à leurs émissions radio intenses. Ces objets, situés à des milliards d'années-lumière, ont montré que l'univers jeune était bien plus actif et énergétique qu'aujourd'hui. Mais ce sont les sursauts radio rapides, ou FRB, Fast Radio Bursts, qui concentrent aujourd'hui l'attention. Découverts en 2007 par Duncan Lorimer et son équipe, ces impulsions radio extrêmement brèves, quelques millisecondes, proviennent de sources lointaines et encore mal comprises. Leur intensité est telle qu'en un clin d'œil, ils émettent plus d'énergie que le Soleil en une journée entière. Certains FRB se répètent à intervalles irréguliers, tandis que d'autres semblent uniques. Leur origine fait l'objet de multiples hypothèses. Étoiles à neutrons, magnétisées appelées magnétars, collisions d'objets compacts, voire phénomènes encore inconnus de la physique. La localisation précise de certains FRB a montré qu'ils proviennent de galaxies situées à des milliards d'années-lumière. Leur étude permet non seulement d'explorer des phénomènes astrophysiques extrêmes, mais aussi d'utiliser ces signaux comme outils cosmologiques. En traversant l'espace intergalactique, les ondes radio interagissent avec le plasma diffus qui remplit les vides cosmiques. L'analyse de leur dispersion fournit des informations directes sur la densité et la répartition de la matière baryonique manquante, complétant ainsi les mesures obtenues par d'autres moyens. Autrement dit, les FRB sont à la fois des énigmes astrophysiques et des sondes précieuses du cosmos. Les radiotélescopes modernes, comme SHIM au Canada ou ASCAP en Australie, détectent aujourd'hui des centaines de FRB. SHIME, inauguré en 2018, capte des dizaines d'événements chaque jour, transformant un phénomène rare en champ de recherche systématique. Cette abondance de données permet de classifier les FRB, de rechercher des motifs dans leur répétition et d'éliminer certaines hypothèses. Si certains sont clairement associés à des magnétars, d'autres conservent une origine mystérieuse. Cette diversité suggère que plusieurs mécanismes astrophysiques différents peuvent produire des FRB, de la même manière que plusieurs phénomènes peuvent générer des éclairs sur Terre. La question qui se pose inévitablement est celle de l'interprétation. Pourrait-il exister des signaux artificiels dans ce flot de données ? L'histoire de la radioastronomie nous met en garde contre cette tentation. Lorsque Jocelyn Bell Burnell observa les premiers pulsars, la régularité des signaux était si frappante qu'ils furent surnommés provisoirement LGM, pour Little Green Men. Bien qu'il s'agisse finalement de phénomènes naturels, cet épisode rappelle que l'interprétation des signaux radio demande prudence. Les FRB, par leur intensité et leur brièveté, pourraient être confondus avec des transmissions, mais jusqu'à présent, rien ne permet de l'affirmer. Les signaux radio ne servent pas uniquement à observer des phénomènes lointains. Ils révèlent aussi l'histoire énergétique de l'univers. Les émissions de fond à basse fréquence tracent la formation des premières étoiles, les jets relativistes des trous noirs et les explosions cosmiques. En combinant ces observations avec d'autres longueurs d'onde, comme l'infrarouge ou les rayons X, les astronomes construisent une image cohérente des processus qui façonnent le cosmos. Cette approche multimessager, qui inclut désormais les ondes gravitationnelles et les neutrinos, donne une vision globale des événements extrêmes. Les projets en cours promettent d'aller encore plus loin. Le Square Kilometre Array, en cours de construction, sera le radiotélescope le plus vaste et le plus sensible jamais réalisé. Avec une surface de collecte totale d'1 km², répartie entre l'Afrique du Sud et l'Australie, il pourra détecter des signaux extrêmement faibles en provenance de l'univers primitif. L'un de ses objectifs est de cartographier l'hydrogène neutre émis pendant les âges sombres, avant la formation des premières étoiles, une étape inaccessible par d'autres moyens. Cela permettra de mieux comprendre comment l'univers est passé de son état initial homogène à la structure complexe que nous voyons aujourd'hui. Les signaux radio posent aussi la question de la frontière de l'univers observable. Comme la lumière visible, ils sont soumis à la limite imposée par la vitesse de la lumière et par l'expansion cosmique. Les signaux les plus anciens,
que nous pourrions détecter correspondent au moment de la rayonisation, environ 400 millions d'années après le Big Bang. Au-delà, l'univers était opaque aux ondes électromagnétiques. Toutefois, les signaux radio les plus faibles nous permettent de nous approcher de cette limite et de sonder les conditions physiques de ces époques reculées. En réfléchissant à ce qu'il y a au-delà du bord observable, les signaux radio rappellent une vérité essentielle. Même si nous ne pouvons pas voir directement certaines régions, nous pouvons parfois en deviner les propriétés grâce à des messagers subtils. Chaque FRB capté, chaque pulsar mesuré, chaque quasar analysé est une voix venue des profondeurs du temps et de l'espace. Ces voix racontent l'histoire de la matière, de la gravité et de l'énergie à des distances qui frôlent nos limites de perception. Les signaux radio illustrent donc parfaitement la tension entre le connu et l'inconnu. Ils sont des outils scientifiques d'une puissance extraordinaire, mais aussi des rappels constants de notre ignorance. Chaque découverte ouvre de nouvelles questions. Pourquoi certains FRB se répètent-ils, alors que d'autres non? Quelles conditions astrophysiques exactes produisent ces sursauts d'énergie? Existe-t-il des classes encore inconnues de signaux radio que nos instruments actuels ne peuvent pas détecter? Ces interrogations s'inscrivent dans une perspective plus vaste, car si l'univers observable regorge déjà de phénomènes radio-exotiques, que pourrait cacher la partie invisible, au-delà de nos horizons? Des FRB encore plus énergétiques, provenant de galaxies inaccessibles? Des mécanismes physiques inconnus générant des émissions que nous ne savons pas encore reconnaître? L'exploration des signaux radio ne fait que commencer, et elle suggère que l'univers, même dans ses zones les plus éloignées, est loin d'être silencieux. L'une des approches les plus directes pour répondre à la question de notre solitude cosmique est la recherche de signaux intentionnels venus d'ailleurs. Depuis plus d'un demi-siècle, le programme SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence, tente de capter des transmissions artificielles, c'est-à-dire des signaux radio ou optiques qui se distingueraient pourtant des phénomènes naturels. Cette entreprise repose sur une idée simple mais puissante. Si une civilisation avancée existe dans la galaxie, elle pourrait avoir développé des technologies de communication détectables à des distances interstellaires. Dans ce cas, nos radiotélescopes pourraient agir comme des oreilles cosmologiques, à l'écoute d'une éventuelle voix étrangère. Le premier projet SETI remonte à 1960, lorsque l'astronome Frank Drake lança l'expérience nommée Project Ozma. Avec un radiotélescope de 26 mètres en Virginie occidentale, il écouta deux étoiles proches, Tau Ceti et Epsilon Eridani, dans la bande radio de 1428 MHz, correspondant à la raie de l'hydrogène. Le choix de cette fréquence n'était pas anodin. L'hydrogène est l'élément le plus abondant de l'univers, et cette raie spectrale est universellement identifiable. Bien que le projet n'ait rien détecté, il inaugura une nouvelle discipline scientifique et inspira les générations suivantes. Depuis, SETI a connu de multiples évolutions. Des projets comme META, Mega Channel Extraterrestrial Assay, et Serendip, Search for Extraterrestrial Radio Emissions from Nearby Developed Intelligent Populations, ont élargi les recherches, passant de quelques canaux de fréquences à des millions. L'essor des ordinateurs a permis d'analyser des quantités massives de données, ouvrant la voie à des campagnes d'écoute de plus en plus systématiques. Dans les années 1970, l'astronome Jill Tarter joua un rôle majeur dans la structuration du champ, défendant la légitimité scientifique d'une discipline souvent perçue comme marginale. Le signal le plus intrigant de l'histoire de SETI reste le fameux WOW signal, capté en 1977 par le radiotélescope Big Ear de l'université d'Ohio. Pendant 72 secondes, une intensité inhabituelle fut enregistrée dans la bande de l'hydrogène. L'astronome Jerry Heyman, frappé par la netteté du signal, inscrivit « Wow » sur la feuille de données. Pourtant, malgré des recherches ultérieures, ce signal ne s'est jamais répété et son origine reste mystérieuse. S'agit-il d'un phénomène astrophysique rare ou d'un artefact artificiel ? L'absence de récurrence empêche toute conclusion, mais l'événement illustre le type d'indice que SETI espère identifier et confirmer. Aujourd'hui, les moyens déployés par SETI sont beaucoup plus vastes. Le Allen Telescope Array en Californie, composé de dizaines d'antennes, est spécialement conçu pour l'écoute des signaux extraterrestres.
Des projets comme Breakthrough Listen, financé par le philanthrope Yuri Milner depuis 2015, mobilisent certains des radiotélescopes les plus puissants du monde, comme Green Bank aux États-Unis ou Parkes en Australie. L'objectif est d'examiner 1 million d'étoiles proches et d'explorer l'ensemble du plan galactique en couvrant une plage de fréquences jamais atteinte auparavant. Cette initiative représente la campagne SETI la plus ambitieuse jamais entreprise, avec des téraoctets de données collectées chaque jour. La recherche ne se limite plus aux ondes radio. Depuis les années 2000, les chercheurs explorent aussi les signaux optiques. Les lasers puissants émis en faisceaux étroits pourraient-on servir de moyen de communication interstellaire. Des instruments spécialisés scrutent le ciel à la recherche d'impulsions lumineuses, ultra rapides, impossibles à confondre avec des phénomènes naturels. Ces programmes élargissent les chances de détection, reconnaissant que nous ne pouvons pas savoir quelle technologie une autre civilisation utiliserait. SETI bénéficie aussi de la participation citoyenne. Le projet SETI à Home, lancé en 1999, permettait aux volontaires du monde entier de prêter la puissance de calcul de leur ordinateur pour analyser les données en radio. Ce programme, qui a mobilisé des millions de participants avant sa suspension en 2020, illustre l'attrait universel de la quête. Même si aucun signal confirmé n'a été trouvé, l'expérience a renforcé le lien entre science et société, transformant la recherche en projet collectif. Les enjeux scientifiques de SETI dépassent la simple détection. Même un signal artificiel extrêmement faible, répété et vérifiable, suffirait à prouver que nous ne sommes pas seuls. Une telle découverte bouleverserait notre compréhension de la place de l'humanité dans le cosmos. Elle montrerait que l'intelligence et la technologie ne sont pas uniques à la Terre, mais peuvent émerger ailleurs, multipliant les perspectives sur la vie et son évolution. Cependant, l'absence de résultats jusqu'à présent nourrit ce qu'on appelle le paradoxe de Fermi. Si la vie intelligente est probable, pourquoi n'en voyons-nous aucune trace ? Cette absence de détection peut s'expliquer par plusieurs facteurs. Peut-être que les civilisations technologiques sont rares ou éphémères, disparaissant avant d'avoir le temps de communiquer. Peut-être qu'elles utilisent d'employer des moyens de communication que nous ne comprenons pas, ou qu'elles choisissent de rester silencieuses. Peut-être encore que la densité spatiale des signaux est si faible que les chances de les capter sont minimes. SETI repose donc sur une logique de patience et de persévérance, en élargissant progressivement ses capacités et en affinant ses méthodes. La recherche de signaux artificiels nous ramène aussi à la question du bord de l'univers observable. Si des civilisations existent au-delà de notre horizon cosmologique, leurs transmissions ne nous atteindront jamais. La limite imposée par la vitesse de la lumière réduit la sphère potentielle de détection à une bulle de quelques dizaines de milliers d'années-lumière, car au-delà, les signaux seraient trop faibles ou trop décalés en fréquence. Cela signifie que SETI explore essentiellement notre voisinage galactique, une région déjà immense mais dérisoire à l'échelle cosmique. Pourtant, même un seul signal provenant d'une étoile proche serait suffisant pour prouver que la vie intelligente a émergé ailleurs. Les projets futurs renforceront encore ces efforts. Le Square Kilometre Array, lorsqu'il sera pleinement opérationnel, offrira une sensibilité telle qu'il pourra détecter un émetteur de la puissance d'un radar aérien terrestre situé à des dizaines de milliers d'années-lumière. De plus, l'intelligence artificielle est de plus en plus utilisée pour analyser les masses de données de SETI, permettant de repérer des motifs subtils qui échapperaient aux méthodes traditionnelles. Cette combinaison de puissance instrumentale et de traitement avancé accroît les chances de découverte. Au-delà de son objectif explicite, SETI joue un rôle philosophique fondamental. Il illustre une démarche scientifique humble. Reconnaître que nous ne savons pas si d'autres intelligences existent, mais choisir de chercher avec rigueur et méthode. Chaque signal radio catalogué, chaque impulsion optique examinée, chaque anomalie vérifiée enrichit notre compréhension du ciel, qu'il y ait un message ou non. SETI n'est pas seulement une chasse au signal, c'est une manière de se situer dans l'univers et d'élargir le champ du possible. Cette quête, même encore infructueuse, nous confronte directement à la question de ce qui se trouve au-delà du bord de notre univers observable. Car si nous cherchons des voies étrangères dans notre voisinage cosmique, il est raisonnable de penser qu'au-delà de ce que nous pourrons jamais atteindre, d'innombrables autres civilisations pourraient exister. Leur silence apparent ne signifie pas nécessairement leur absence, mais peut refléter les limites de nos moyens, de nos connaissances et de nos horizons.
L'astrobiologie est la discipline qui cherche à comprendre l'origine, l'évolution, la distribution et le destin de la vie dans l'univers. Elle ne repose pas uniquement sur l'astronomie, mais réunit la biologie, la chimie, la géologie et même les sciences planétaires pour explorer une question centrale. La vie est-elle un phénomène cosmique courant ou une singularité terrestre? Chaque découverte d'exoplanètes, chaque mission martienne, chaque étude de microbes terrestres vivant dans des conditions extrêmes alimente ce champ interdisciplinaire. L'astrobiologie n'a pas encore trouvé de vie ailleurs, mais elle a profondément transformé notre manière de chercher et d'interpréter les indices. L'un des axes fondamentaux de l'astrobiologie consiste à reconstituer l'histoire de la vie sur Terre pour en dégager des principes universels. Les traces fossiles, les plus anciennes, montrent que la vie existait déjà il y a 3,5 milliards d'années, peu après la stabilisation de la croûte terrestre et l'apparition des océans. Cette rapidité suggère que l'émergence de la vie pourrait être un processus naturel lorsque les conditions sont réunies. Les premières cellules étaient probablement des organismes unicellulaires, utilisant des réactions chimiques simples dans des environnements tels que des sources hydrothermales ou des mares peu profondes, riches en molécules organiques. Si ce scénario est valable sur Terre, il pourrait l'être ailleurs. La chimie prébiotique est un autre domaine clé. Les expériences menées depuis les années pré-1000, 950, comme celles de Miller et Urey, ont montré que des acides aminés, les briques des protéines, peuvent se former spontanément lorsque des gaz simples sont soumis à des étincelles électriques simulant les éclairs. De nombreuses molécules organiques complexes ont également été détectées dans les météorites et dans les nuages interstellaires. Cela indique que les ingrédients de base de la vie sont largement répandus dans l'univers. L'astrobiologie en déduit que la vie ne dépend pas seulement de conditions locales spécifiques, mais qu'elle pourrait émerger partout où la chimie organique et l'eau liquide coexistent. Mars occupe une place particulière dans cette recherche. Ces paysages fossilisés montrent des lits de rivières asséchées, des deltas et des minéraux qui se forment en présence d'eau. Les missions récentes, comme Curiosity et Perseverance, ont confirmé que la planète rouge a connu des lacs et peut-être un climat plus clément il y a plus de 3 milliards d'années. Si la vie a émergé sur Mars, elle pourrait avoir laissé des traces microscopiques dans les roches sédimentaires. L'astrobiologie développe des instruments capables de détecter des biomarqueurs tels que des molécules organiques complexes, des isotopes particuliers ou des structures fossiles microbiennes. La possibilité que Mars ait abrité une vie passée, ou qu'elle en abrite encore dans des niches souterraines, reste une hypothèse sérieusement envisagée. Les lunes glacées de notre système solaire offrent d'autres terrains privilégiés. Europe, satellite Serein et les Rapin, satellite de Jupiter, et Encelade, satellite de Saturne, possèdent des océans liquides sous leur surface gelée. Les panaches d'eau d'Encelade, observés par la sonde Cassini, contiennent tant de l'hydrogène, du méthane et des composés organiques, suggérant un environnement chimique propice à la vie. Europe montre des signes de panache similaires, et son océan global, en contact avec un plancher rocheux, pourrait ressembler aux environnements hydrothermaux terrestres. Les futures missions Europa Clipper et JUICE analyseront ces environnements pour y chercher des signatures de vie. L'astrobiologie considère ces lunes comme des candidates sérieuses pour abriter des microbes. L'étude des exoplanètes complète cette exploration. Grâce aux télescopes comme Kepler, TESS et désormais James Webb, des planètes situées dans la zone habitable de leur étoile ont été identifiées. L'astrobiologie s'intéresse particulièrement aux superterres et aux planètes rocheuses dont les atmosphères peuvent être analysées. Détecter des gaz comme l'oxygène, le méthane ou l'ozone dans des proportions déséquilibrées pourrait indiquer une activité biologique. Toutefois, l'astrobiologie insiste sur la prudence. La vie n'est pas la seule source de ces gaz, et il faut tenir compte du contexte géologique et stellaire. Les microbes terrestres vivant dans des conditions extrêmes sont étudiés comme modèles pour ces environnements extraterrestres. Les organismes capables de survivre à des températures supérieures à 100 degrés, à des pressions énormes, à des radiations intenses ou à des environnements acides montrent que la vie peut s'adapter à une gamme bien plus large que celle que l'on croyait. L'astrobiologie en déduit que des environnements apparemment hostiles, comme les déserts martiens ou les océans sous-glaciaires, pourraient abriter des formes de vie. La discipline explore aussi la notion de panspermie, l'idée que la vie pourrait se propager d'une planète à l'autre via des météorites. Des expériences montrent que certains microbes peuvent survivre au vide spatial et aux impacts.
Si des fragments de Mars ont atteint la Terre, comme le suggèrent certaines météorites martiennes, il est concevable que des échanges biologiques aient eu lieu. L'astrobiologie ne peut pas encore confirmer cette hypothèse, mais elle l'intègre comme une possibilité crédible dans l'étude de la distribution de la vie. Un aspect central de l'astrobiologie est la recherche de biosignatures. Celle-ci ne se limite pas aux gaz atmosphériques, mais inclut aussi des structures géologiques, des isotopes particuliers ou des pigments. L'astrobiologie développe des méthodes pour détecter ces indices à distance, mais aussi pour les rechercher sur place avec des rovers et des sondes. Chaque mission spatiale intègre désormais des objectifs astrobiologiques, reflétant l'importance croissante de cette discipline dans les priorités scientifiques. L'astrobiologie interroge également le futur de la vie. Si la vie est apparue rapidement sur Terre, elle pourrait être fréquente ailleurs. Mais si l'intelligence et la technologie ne sont apparues qu'une seule fois en 4,5 milliards d'années, elles pourraient être extrêmement rares. Cette asymétrie nourrit le débat autour du paradoxe de Fermi et des grands filtres évolutifs. L'astrobiologie ne se contente pas de chercher la vie microbienne, elle explore aussi la probabilité que des formes complexes, voire conscientes, puissent émerger dans d'autres contextes planétaires. Enfin, l'astrobiologie élargit notre conception de l'habitabilité. Elle ne se limite plus à la présence d'eau liquide à la surface d'une planète, mais inclut la possibilité d'océans souterrains, d'atmosphères exotiques ou de biochimie différente de la nôtre. Certaines hypothèses envisagent des formes de vie basées sur le méthane liquide, comme sur Titan ou sur des solvants autres que l'eau. Bien que spéculatives, ces pistes rappellent que notre définition de la vie est modelée par notre expérience terrestre et pourrait être trop étroite. L'astrobiologie est donc une quête sans frontières qui relie les observations les plus lointaines aux expériences de laboratoire. Elle propose une approche scientifique rigoureuse pour aborder une question millénaire. Chaque exoplanète identifiée, chaque molécule détectée dans une atmosphère, chaque microbe étudié dans un environnement extrême élargit notre compréhension. Et si l'univers observable n'est qu'une fraction d'une réalité plus vaste, l'astrobiologie suggère que les conditions propices à la vie pourraient donc s'étendre bien au-delà de notre horizon, multipliant les possibles que nous ne verrons jamais, mais que nous pouvons envisager avec méthode et précision. Parmi tous les mondes du système solaire, Mars occupe une place particulière dans l'imaginaire collectif et dans la recherche scientifique. Sa proximité, son relief spectaculaire et les indices géologiques visibles à sa surface en font un candidat privilégié pour l'exploration astrobiologique. Depuis plus d'un siècle, les astronomes et les scientifiques débattent de la possibilité que la planète rouge ait abrité la vie, et les missions modernes accumulent les preuves qu'elle a, dans le passé, été bien plus hospitalière qu'aujourd'hui. L'étude de Mars est ainsi une fenêtre directe sur la question de ce qui existe au-delà de la Terre, et plus largement au-delà de l'univers observable, car elle permet de comprendre si la vie est un phénomène reproductible ou exceptionnel. Les premières observations télescopiques de Mars, dès le XVIIe siècle, révélèrent une planète marquée par des calottes polaires et des variations saisonnières, suggérant la présence de glace et peut-être d'eau. Au XIXe siècle, l'astronome italien Giovanni Schiaparelli observa des structures linéaires qu'il appela canali, traduit en anglais par canal. Cette interprétation nourrit l'idée populaire d'une civilisation martienne ayant construit un réseau hydraulique. Bien que cette hypothèse ait été abandonnée au XXe siècle, elle reflète la fascination que Mars exerçait déjà comme monde potentiellement habité. Les premières missions spatiales ont transformé cette vision. Les sondes Mariner, dans les années 1960, révélèrent une planète aride, couverte de cratères, avec une atmosphère ténue composée principalement de dioxyde de carbone. Les rêves de canaux artificiels s'effondrèrent, mais la quête ne s'arrêta pas. Car même si Mars n'abritait pas de civilisation, rien n'excluait qu'elle ait pu posséder un environnement favorable à la vie microbienne. Les orbiteurs et les rovers successifs ont depuis confirmé que la planète a connu un passé bien plus humide. Les preuves géologiques sont multiples. Les images haute résolution montrent des lits de rivières asséchés, des deltas et des vallées façonnées par l'écoulement de l'eau liquide. Les minéraux argileux détectés par les spectromètres orbitaux ne se forment qu'en présence d'eau. Le rover Opportunity, actif de 2004 à 2018, découvrit des myrtilles martiennes, petites sphérules riches en hématite, qui témoignent d'une ancienne activité aqueuse.
Plus récemment, Curiosity a exploré le cratère Gale et mis en évidence des sédiments stratifiés indiquant la présence d'un lac persistant il y a environ 3,5 milliards d'années. Ces données convergent vers une conclusion claire. Mars possédait autrefois des conditions beaucoup plus clémentes, avec de l'eau liquide stable en surface et peut-être une atmosphère plus dense. La question suivante est évidente. La vie a-t-elle pu émerger dans cet environnement ? Les missions cherchent des indices indirects. Le rover Curiosity a détecté des molécules organiques complexes dans les roches martiennes, une découverte majeure car ces molécules sont les briques de la vie. De plus, Curiosity a mesuré des variations saisonnières de méthane dans l'atmosphère, un gaz qui sur Terre est en grande partie produit par l'activité biologique. Bien que des explications géologiques soient non possibles, la combinaison de molécules organiques et de méthane variable intrigue fortement les chercheurs. Le rover Perseverance, arrivé en 2021 dans le cratère G0, poursuit cette quête. Ce site fut choisi car il abrite un ancien delta fluvial, un environnement idéal pour préserver des fossiles microbiens. Les instruments de Perseverance analysent les roches en quête de signatures biochimiques et certaines carottes prélevées seront rapportées sur Terre par une future mission conjointe NASA-ESA, prévue dans la décennie à venir. Ce retour d'échantillons pourrait représenter l'une des étapes les plus décisives de l'astrobiologie moderne. Mars présente aussi des indices souterrains. Les radars orbitaux comme Marsis ont détecté des signaux suggérant la présence de lacs salés sous la glace polaire. Bien que cette interprétation soit débattue, elle rappelle que les environnements souterrains pourraient encore abriter de l'eau liquide. Si des microbes persistent aujourd'hui sur Mars, ils se trouveraient probablement à l'abri dans des poches souterraines protégées des radiations. Les expériences de laboratoire montrent que certaines bactéries terrestres peuvent survivre dans des conditions martiennes simulées, renforçant l'idée que la vie pourrait subsister même dans un état cryptique. La météorite ALH 84001, découverte en Antarctique en 1984, a alimenté ce débat. D'origine martienne, elle contient des structures microscopiques interprétées par certains comme des fossiles bactériens. Bien que la majorité des scientifiques considèrent désormais que ces structures sont d'origine minérale, la controverse a relancé l'intérêt pour la recherche de biosignatures martiennes et montré à quel point l'interprétation des indices est délicate. Mars est aussi une planète où les indices doivent être interprétés dans un cadre temporel. L'eau en surface n'y est plus stable aujourd'hui à cause de la faible pression atmosphérique et des températures froides. Mais il y a plusieurs milliards d'années, les conditions étaient différentes. La question n'est donc pas seulement de savoir si Mars est habitable aujourd'hui, mais si elle l'était dans le passé. Ce glissement temporel complexifie la recherche. Les fossiles microbiens, s'ils existent, peuvent être difficiles à distinguer des structures minérales, et les molécules organiques anciennes peuvent avoir été altérées par les radiations cosmiques. Les indices martiens nourrissent aussi des spéculations plus larges. Si la vie est apparue sur Mars, a-t-elle évolué indépendamment de celle de la Terre ou y a-t-il eu des échanges ? Des impacts d'astéroïdes ont régulièrement projeté des fragments martiens vers la Terre et certains de ces météorites contiennent des molécules organiques. La panspermie entre les deux planètes est donc une possibilité. Cela impliquerait que la vie terrestre et martienne partagent une origine commune ou que la Terre ait ensemencé Mars. Dans les deux cas, cela renforcerait l'idée que la vie peut se propager d'un monde à l'autre, augmentant ses chances de survie dans le cosmos. Mars reste aussi un banc d'essai pour la recherche au-delà de notre système solaire. Les méthodes développées pour détecter des biosignatures martiennes sont adaptées aux exoplanètes. Comprendre les faux positifs, distinguer les processus géologiques des processus biologiques, apprendre à lire les archives sédimentaires, tout cela prépare les chercheurs à analyser des données provenant d'autres mondes. Mars est ainsi un laboratoire naturel, à la fois proche et représentatif des difficultés à venir. L'exploration martienne illustre enfin la limite de nos observations. Même si nous accumulons des preuves indirectes, la confirmation définitive d'une vie passée ou présente exige une analyse directe. Cette limite fait écho à celle de l'univers observable. Nous avons des indices, des modèles, des probabilités, mais les preuves concrètes sont difficiles à obtenir. Mars est donc une métaphore locale du défi cosmologique, inférer l'existence de phénomènes invisibles à partir d'indices fragmentaires. Ainsi, les indices martiens ne sont pas seulement une étape dans l'exploration planétaire,
Ils sont un chapitre essentiel de la réflexion sur la vie au-delà de la Terre et, par extension, au-delà de notre horizon cosmologique. Car si une vie, même microbienne, a existé ou existe encore sur Mars, cela prouvera que la vie n'est pas unique, qu'elle peut émerger dans des environnements variés et qu'elle pourrait donc être répandue dans l'univers, y compris dans les régions que nous ne verrons jamais. Lorsque l'on se tourne vers les lunes glacées du système solaire externe, l'on découvre des mondes qui, malgré leur éloignement du Soleil et leurs températures extrêmes, recèlent des indices puissants d'habitabilité. Europe, satellite de Jupiter, et Encelade, satellite de Saturne, sont devenus des objets centraux de l'astrobiologie moderne. Leur surface était composée de glace brillante et fissurée, mais sous cette croûte, tout porte à croire qu'existent des océans liquides, maintenus par la chaleur interne due aux forces de marée. Ces environnements rappellent les fonds océaniques terrestres où des écosystèmes prospèrent de sans lumière, alimentés uniquement par la chimiosynthèse. Europe fut étudiée en détail par la sonde Galileo dans les années de 1990. Les images révélèrent un réseau complexe de fractures et de sillons, indiquant une surface en mouvement constant. L'absence de cratères profonds suggère une croûte jeune, renouvelée par des processus internes. Les mesures magnétiques réalisées par Galileo fournirent un indice décisif. La présence d'un champ magnétique induit compatible avec un océan salé sous la glace, conducteur électrique. Cet océan pourrait atteindre 100 km de profondeur, contenant 2 fois plus d'eau que tous les océans terrestres réunis. La possibilité que cet océan soit en contact avec un plancher rocheux soulève immédiatement l'hypothèse de réactions chimiques analogues à celles des sources hydrothermales terrestres, propices à la vie microbienne. Encelade offrit une surprise encore plus directe. En 2005, la sonde Cassini détecta des geysers de vapeur d'eau jaillissant de fractures proches du pôle sud, appelées rayures de tigre. L'analyse de ces panaches révéla non seulement de l'eau liquide, mais aussi de l'hydrogène moléculaire, du méthane et des composés organiques complexes. La présence d'hydrogène suggère une interaction entre l'eau et les roches chaudes du manteau, produisant une source d'énergie chimique potentiellement exploitable par des microbes. Cette découverte transforma Encelade en l'un des lieux les plus prometteurs pour rechercher une vie extraterrestre dans notre voisinage cosmique. Ces lunes démontrent que l'habitabilité ne se limite pas à la zone habitable classique autour d'une étoile. Bien qu'éloignée du Soleil, elle possède des sources d'énergie internes suffisantes pour maintenir de vastes réservoirs liquides. Les marées gravitationnelles générées par les planètes géantes, combinées à la radioactivité interne, produisent une chaleur qui empêche l'océan de geler totalement. Ce mécanisme élargit considérablement notre conception de l'habitabilité, suggérant que des océans souterrains pourraient exister dans de nombreux mondes glacés, y compris au-delà de notre système solaire. Les missions futures visent à percer ces mystères. La mission Europa Clipper de la NASA, prévue pour les années 2030, analysera la surface et l'atmosphère ténue d'Europe. Son radar pénétrant pourra cartographier l'épaisseur de la glace et rechercher des poches d'eau proches de la surface. L'Agence spatiale européenne prépare la mission JUICE, Jupiter Icy Moons Explorer, qui étudiera Europe, Ganymède et Callisto, en mettant l'accent sur la caractérisation de leurs océans internes. Ces missions n'atterriront pas directement dans les océans, mais elles fourniront des indices cruciaux sur leur profondeur, leur composition et leur potentiel chimique. L'exploration directe des panaches d'Encelade est encore plus prometteuse. Une future sonde pourrait traverser ces geysers et analyser leurs particules avec des spectromètres avancés, recherchant des biomolécules comme des acides aminés ou des lipides. Contrairement à Mars, où la vie potentielle pourrait être ancienne et fossilisée, Encelade offre un accès direct à un environnement liquide contemporain, un laboratoire naturel où la vie, si elle existe, pourrait encore être active. Les lunes de glace ne se limitent pas à Europe et Encelade. Ganymède, la plus grande lune de Jupiter, possède aussi un champ magnétique et des indices d'océans souterrains, bien que probablement enfouis sous plusieurs centaines de kilomètres de glace. Callisto, avec sa surface ancienne et cratérisée, pourrait également cacher un océan profond. Titan, lune de Saturne, présente une autre forme d'habitabilité. Ses lacs et mers de méthane liquide à la surface et son atmosphère dense de diazote et de méthane rappellent ce que la Terre primitive aurait pu être. Bien que ces conditions soient très différentes, Titan illustre la diversité des environnements potentiels où la chimie complexe peut s'épanouir.
L'étude des lunes glacées met en lumière la robustesse de la vie face à des environnements extrêmes. Sur Terre, les sources hydrothermales hébergent des communautés microbiennes, prospères, indépendantes de la lumière solaire. Si de tels mécanismes existent dans les océans d'Europe ou d'Encelade, ils pourraient en fournir une énergie stable depuis des milliards d'années. De plus, l'eau liquide agit comme un bouclier contre les radiations, offrant une protection naturelle aux éventuelles formes de vie. L'intérêt pour ces mondes dépasse la simple recherche de microbes. Découvrir une biosphère indépendante sur une lune glacée aurait des implications immenses. Cela montrerait que la vie peut émerger dans des environnements très différents de ceux de la Terre, renforçant l'idée qu'elle est répandue dans l'univers. Une telle découverte répondrait partiellement à la question de ce qui se trouve au-delà de l'univers observable. Si la vie peut apparaître dans une simple lune glacée de notre voisinage, il devient hautement probable qu'elle existe aussi dans les milliards de mondes inaccessibles. Mais les lunes glacées posent aussi des défis technologiques et conceptuels. Atteindre leurs océans nécessiterait de forer plusieurs kilomètres de glace, une entreprise colossale. Les panaches d'Encelade offrent une solution plus accessible, mais rien ne garantit que leur composition reflète parfaitement celle de l'océan profond. De plus, toute mission doit éviter la contamination biologique. Introduire des microbes terrestres dans un écosystème vierge serait un risque éthique majeur. Les protocoles de protection planétaire sont donc stricts, rappelant que la recherche de la vie doit être menée avec prudence et responsabilité. Les lunes glacées symbolisent une nouvelle frontière. Pendant longtemps, la recherche de vie s'est concentrée sur les planètes de type terrestre dans la zone habitable. Mais l'existence probable d'océans souterrains sur des lunes gelées démontre que l'habitabilité est un concept bien plus large. Cela signifie que la galaxie et au-delà pourraient abriter d'innombrables mondes apparemment stériles en surface mais vivants en profondeur. Ce constat élargit notre horizon intellectuel autant que nos horizons physiques. L'exploration de ces mondes est donc essentielle, car elle combine la rigueur scientifique et l'imagination spéculative. Europe et Encelade ne sont pas seulement des satellites de glace, ce sont des laboratoires de naturel qui pourraient contenir les réponses à l'une des plus grandes questions de l'humanité. Chaque fissure sur leur surface, chaque panache éjecté dans l'espace, chaque mesure électromagnétique est une pièce d'un puzzle qui dépasse notre système solaire et touche à la question universelle de la vie. Pendant des milliards d'années, notre système solaire a été traversé par des corps venus de l'espace interstellaire, mais ce n'est qu'au XXIe siècle que l'humanité a pu en identifier et en étudier directement. Ces objets errants, nés autour d'autres étoiles et éjectés de leur système d'origine, voyagent dans la galaxie, parfois capturés temporairement par l'attraction du Soleil. Leur existence avait été théorisée depuis longtemps, mais leur détection effective ouvre un champ scientifique inédit, car ils portent en eux des informations uniques sur des environnements stellaires lointains et sur la dynamique des systèmes planétaires. Le premier de ces visiteurs à avoir été formellement reconnu fut Oumuamua, observé en octobre 2017 par le télescope Pan-STARRS à Hawaï. Son nom, qui signifie en éclaireur en hawaïen, reflète sa nature de messager venu d'ailleurs. Oumuamua présentait une trajectoire hyperbolique, preuve qu'il ne provenait pas de l'intérieur du système solaire mais d'une origine interstellaire. Sa vitesse relative au Soleil, environ 26 km par seconde, et son inclinaison inhabituelle confirmaient qu'il s'agissait d'un objet étranger. Mais ce sont ses propriétés physiques qui ont surpris la communauté scientifique. Contrairement aux comètes classiques, Oumuamua ne montrait pas de queue visible de gaz ou de poussière malgré sa proximité avec le Soleil. Pourtant, sa trajectoire s'écartait légèrement de ce que prédisaient les seules lois de la gravité, suggérant une poussée supplémentaire. Certains chercheurs ont proposé que cette accélération provenait de dégazages trop subtils pour être visibles, comme des jets de vapeur d'hydrogène s'échappant d'une surface glacée. D'autres ont envisagé qu'il s'agissait d'un objet exceptionnellement allongé ou plat, peut-être en forme de cigare ou de disque, avec des propriétés de réflexion particulières. Ces caractéristiques inhabituelles ont alimenté des spéculations, allant jusqu'à l'hypothèse que Oumuamua puisse être un artefact artificiel. Bien que la majorité des scientifiques privilégient une explication naturelle, la discussion révèle combien un simple visiteur peut remettre en cause nos certitudes. 2 ans plus tard, en 2019, un second objet interstellaire fut découvert, la comète Borisov.
Identifiée par l'astronome amateur Gennady Borisov, elle présenta rapidement toutes les caractéristiques classiques d'une comète. Une chevelure et une queue bien visibles, produites par la sublimation de glace au contact de la chaleur solaire. Contrairement à Oumuamua, Borisov ressemblait à une comète typique du système solaire, mais son origine interstellaire fut confirmée par sa trajectoire hyperbolique. Des analyses spectroscopiques montrèrent seulement que sa composition chimique, bien que semblable à celle des comètes locales, présentait aussi des différences subtiles. Cela démontre que les processus de formation planétaire autour d'autres étoiles produisent dans des matériaux comparables mais pas identiques à ceux que nous connaissons. Ces découvertes posent des questions fascinantes. Si deux objets interstellaires ont été détectés en seulement quelques années, cela suggère que de tels visiteurs sont beaucoup plus fréquents que prévu. Des estimations indiquent qu'à tout moment, des milliers d'objets de taille kilométrique pourraient peut-être se trouver à l'intérieur de l'orbite de Neptune. Leur détection dépend seulement de notre capacité instrumentale. Avec l'arrivée du télescope Vera Rubin au Chili, qui réalisera un relevé exhaustif du ciel chaque nuit, nous devrions identifier de nombreux autres visiteurs interstellaires dans la prochaine décennie. Ces objets ne sont pas seulement des curiosités astronomiques. Ils représentent des échantillons naturels provenant d'autres systèmes planétaires, porteurs d'informations directes sur leur chimie, leur dynamique et leur évolution. Oumuamua pourrait provenir de l'éjection d'une planète en formation, Borisov d'un réservoir de comètes semblable à notre nuage d'Oort. Leur étude offre un moyen unique de comparer les processus cosmiques à l'échelle galactique. Chaque objet est une sonde venue d'ailleurs, livrant un fragment de données sur des mondes invisibles à nos télescopes. La perspective d'étudier ces objets de près stimule déjà de nouvelles missions spatiales. Des concepts comme celui de la mission Comet Interceptor de l'ESA, prévue pour les années 2030, visent à intercepter un objet encore inconnu en s'approchant de sa trajectoire. Certains chercheurs envisagent même d'envoyer des sondes rapides capables de rattraper un visiteur interstellaire identifié peu après sa découverte. Ces projets posent eux des défis technologiques immenses, car il faut concevoir des engins capables de décoller rapidement et de voyager à grande vitesse. Mais la récompense scientifique serait considérable. Analyser directement la composition d'un objet venu d'un autre système stellaire. L'étude des visiteurs interstellaires s'inscrit aussi dans une réflexion plus large sur les échanges entre systèmes planétaires. Si des comètes et des astéroïdes peuvent voyager de système en système, alors ils pourraient transporter avec eux des molécules organiques, voire des microbes résistants. Ce scénario rejoint l'hypothèse de la panspermie, selon laquelle la vie pourrait se propager dans la galaxie par l'intermédiaire de débris interstellaires. Bien que cette idée reste spéculative, la découverte de molécules organiques complexes sur Borisov suggère que les ingrédients de la vie peuvent voyager d'une étoile à l'autre, augmentant la probabilité d'apparition de la vie ailleurs. Ces objets ont aussi une dimension philosophique. Ils rappellent que le système solaire n'est pas isolé, mais ouvert, traversé en permanence par des messagers venus de l'espace profond. Leur caractère transitoire, quelques mois seulement pour Oumuamua et Borisov, souligne la fugacité des opportunités. Si nous voulons comprendre pleinement leur nature, nous devons développer une vigilance constante et une capacité de réaction rapide. Cela transforme notre rapport à l'univers. Il ne s'agit plus seulement de contempler le ciel, mais de saisir les occasions fugaces où l'inconnu s'invite à notre porte. Enfin, les visiteurs interstellaires éclairent indirectement la question du bord de l'univers, observable. Car s'ils circulent librement entre les étoiles, ils témoignent de la continuité matérielle de la galaxie et, par extension, du cosmos. Chaque fragment de roche ou de glace ayant voyagé pendant des millions ou des milliards d'années incarne le lien entre des mondes séparés par d'immenses distances. Au-delà de notre horizon, d'innombrables systèmes produisent sans doute de tels voyageurs, invisibles à nos instruments mais réels. Leur existence renforce l'idée que l'univers est un réseau interconnecté, où les frontières visibles ne sont que des limites de perception et non des barrières physiques.